replay, même si en live c'est beaucoup mieux parce qu'il aurait pu poser ses questions. Il va sûrement rejoindre en cours de route. Donc du coup, j'introduis le Zoom. Merci à tous d'être présents et surtout merci à Thomas de prendre du temps. Son temps, il est ultra précieux. Donc vraiment, merci beaucoup d'être sur ce call pour former Xavier, Julie et Nico à l'étude de faisabilité technique quand ils chopent un terrain pour savoir qu'est-ce qu'on peut construire, etc. Merci aussi à toi, Colin, d'être présent. Hein. Je sais que c'est pas simple, donc vraiment un gros merci pour ton temps. Et donc voilà, le but du Zoom, les amis, c'est de former les trois prospecteurs terrain que sont Xavier, Nico et Julie, à être relativement autonomes sur la prise de décision, sur la faisabilité technique d'un projet. C'est-à-dire, ils ont un terrain, ils chopent le PLU, et avec ces éléments-là, avec le numéro de la mairie éventuellement, eh bien qu'ils arrivent à avoir la certitude technique de ce qu'on peut construire ou ne pas construire sur telle ou telle parcelle, tel ou tel terrain. 2 maisons, 4 maisons, 6 maisons, oui, non, un bâtiment résidentiel, quelle hauteur, quelles annexes, les places de parking, il va en falloir combien, quel type d'implantation de A à Z. Le but, c'est qu'ils soient au plus autonome possible pour soulager Colin dans son travail. Parce que là, on va vraiment envoyer du gros volume, hein, de l'ordre de, je pense, quasiment 10 études par semaine. Donc, ça fait vraiment beaucoup de parcelles à analyser. Donc voilà, je te laisse la main, Tom. Merci beaucoup pour ton temps et pour la formation. Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais commencer en vous disant que vous êtes vraiment pas loin en fait de la validation. Il manque vraiment très très peu. Après, Colin m'arrêtera parce que en fait, c'est lui le vrai expert technique en la matière. Mais je ne sais pas si vous avez regardé. Je vais partager mon écran, Romain, si tu me permets. Hop. Bien sûr. Non, je peux pas. Il faut que Maintenant, tu tu peux. C'est m'autorises. bon. Merci. Avec plaisir. Hop. En fait, vous avez déjà des informations. Donc sur le terrain, l'adresse, les références cadastrales. En regardant les dossiers que vous nous avez soumis, la référence cadastrale et l'adresse, ce n'est pas toujours évident à valider parce que souvent, c'est des projets de division ou quoi que ce soit. Donc ça, il ne faut pas s'arrêter à soi. La zone du PLU, normalement, l'agent immobilier doit vous la fournir, mais en juxtaposant comment ça s'appelle, des plans, c'est facile à trouver. Donc, moi, tout simplement, ce que j'ai fait dans les études, je vérifie les références cadastrales parce que l'agent immobilier, c'est un homme ou une femme comme les autres, l'erreur est humaine. Et après, la première chose à lire, c'est le PLU. Alors, le PLU, il n'y a pas de secret, c'est de la lecture. Le dernier que j'ai lu, Magalas, il n'y en avait pas. Donc, je vais faire celui-là de Visan. Ouais. C'est très simple. Hein. Attendez, je vais partager mon écran complet comme ça. Ça sera plus facile. Donc, l'urbanisme, c'est Google, hein, ou alors la mairie à la limite. Magalas, par exemple, il n'y en a pas en place. Il y a des projets de PLU, mais il n'y a pas encore de PLU. Donc, pour la zone, on a les plans de zonage. C'est les premières choses à vérifier. Mais les informations les plus importantes, une fois qu'on a les zones, c'est les règlements zones. Zone A, zone B. Alors, attends, je reprends l'étude de... On était en UB pour Visan. Visan, c'est un projet que j'ai validé. Ça y est, j'ai signé l'offre d'achat au passage. Elle devait être content, Jaco. GG ça. Alors, vous avez l'occupation des sols, ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Les conditions de dessert de terrain par les réseaux publics.
Par Alors, exemple, pour Visan, tu as fait comment pour déduire le nombre de maisons qu'on pouvait y faire, sur 10 ans, par exemple? ils disent pas de limite. L'emprise au sol, c'est 40% de la superficie du terrain. Ok. Les limites séparatives, ça vient plus loin, ça, c'est ça? Voilà. Après, je fais les limites. Mais les limites, après, on a un bureau d'études qui s'arrache les cheveux et c'est son boulot de le faire, donc il n'y a pas de souci. Mais déjà, vérifier ça. Le PLU, en fait, ça va très vite. Il faut regarder l'emprise au sol, les hauteurs de bâtiments, parce qu'il y a des fois, un R+1 n'est pas possible, et les différentes informations qu'ils peuvent donner. Par exemple, là, il parle des implantations par rapport aux voiries et emprises publiques. Alors ici, ce n'est pas contraignant parce que c'est une parcelle qui est vachement excentrée et qui est loin de la route. Mais 10 mètres et 15 mètres, ça peut être vraiment problématique sur un terrain. Moi, j'ai un Qu'est-ce qu'ils projet appellent dans le voirie Vaucluse. exactement? La voirie, bah, c'est la route. Tu vois, les voies C'est-à-dire que si départementales. par exemple on fait 8 maisons, on est Il obligé faut... de mettre une route au milieu ou ça n'a rien à Non, voir? non, ça veut dire que par rapport à la route qu'il y a sur le terrain, Ouais. par exemple, attends, je vais te remettre, je vais te mettre 10 ans, hein, parce que je l'ai fait de bout en bout. Celui-là, je voulais m'en servir d'exemple. Rue Notre-Dame. Alors, le terrain, il est par là de tête. Ouais. Il est là-dedans. Tu vois, tu as une départementale là. Oui. Et si tu relis le PLU, 15 mètres euh, d'étroit. les départementales, ils te disent 15 mètres. Sauf D'accord. ça. Et en fait, ça veut dire que si je me remets. Pardon, s'il y a l'écran de zoom qui me gêne. Si là, le terrain était là, par exemple, cette maison, il faut qu'il y ait au moins 15 mètres. D'accord. En comptant qu'il ne faut pas que je me fie à l'existant, parce que si l'existant est antérieur au PLU, ils ne sont pas concernés. Il faut vraiment que je me base sur mon terrain. Ok. Là, moi, j'ai un cas sur une maison particulière dans le Vaucluse aussi. On s'est basé sur les voisins et on nous a clairement dit que les voisins, ça a été fait avant. Non, même pire, on s'est mis sur le mur de limite de propriété existant qui est déjà construit et on nous a dit ouais, mais il a été construit avant le PLU, donc il était bon. Mais si vous le cassez, vous ne pouvez pas le refaire au même endroit. Ah, sympa. Voilà. Non, non, mais c'est. Et mon Tom, c'est à ce moment-là que tu utilises ton outil que tu m'as montré pour mesurer C'est ça. C'est là que je me mets sur Géoportail. Rue Notre-Dame. Attends. Hop. 12 rue Notre-Dame à Vison. Là, on se met sur Géoportail. Vous avez mis le lien dans la fiche. Alors, le terrain, il est. J'ai galéré à le trouver aussi par rapport à la référence cadastrale. E910. Il n'est pas du tout, je m'y attendais. Est-ce Il que est sur là. Géoportail, tu as les références cadastrales aussi? En fait, tu peux choisir quand tu te mets là, vous voyez bien mon écran, Ouais. Ouais. tu choisis les couches. Ok. De base, c'est une photo aérienne. Et moi, j'y rajoute toujours la parcelle cadastrale. Et là, tu vois, tu D'accord. as la 910. Ok. Donc, apparemment, il y a déjà quelque chose d'existant dessus. Alors, c'est un peu grand par rapport à ce qu'il y a l'air d'avoir sur la vue juste aérienne. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est les outils de mesure. Tu peux mesurer une distance. Alors, il faut bien caler ton écran avant. Mais bon, là, il n'y a pas lieu d'être. Mais disons, pour faire l'exemple, si je veux mesurer une distance de la route à ma maison, je sais qu'en limite de propriété, j'ai 55 mètres. Donc, je suis large. D'accord? Après, je peux calculer aussi la surface. Je clique à chaque coin.
tac, tac, C'est excellent ce site-là. tac. Alors attention, ce n'est pas une science infuse et ça n'a pas valeur, hein. C'est-à-dire que si j'ai 15 mètres de la route, si lui me dit qu'il faut que j'aille taper au moins 20 mètres avec lui pour prendre la marge de sécurité. Ok. Mais faut par pas contre, s'habituer. là, le vendeur, s'il t'a annoncé 3000 mètres carrés, que tu es à 2180, tu sais qu'il t'a banane. Il n'y a pas autant d'écart. Ok. Et Et là, par surtout, exemple, du coup, là, il va y avoir un peu de destruction, il va y avoir un peu de démolition sur ce terrain? bah, d'après le cadastre, oui, mais apparemment, le temps a fait son effet tout seul, quoi. Parce que si tu regardes que la photo aérienne, en zoomant bien, il reste vraiment pas grand-chose, quoi. Ok. Donc ça, par exemple, tu ne C'est l'inclurais vrai que même j'avais pas pas dans un vu. chiffrage, quoi. Non, regarde, ça a l'air d'être un tas de merde. Fidèle à lui-même, Il Thomas. n'y a pas l'air d'avoir Attends, vraiment je vais là. grand-chose, quoi. Donc, Ouais, voilà, quand on voit la taille de la maison à côté, ça c'est quoi? c'est ça. Un tas Et de quand pierres. tu vois les arbres qui ont repris voilà. Là, la seule chose qui risque de t'embêter au permis, c'est la disparition des arbres. Et encore. Quand on prend un vue d'ensemble, on voit que c'est pas un village. Embêté au permis, c'est-à-dire? Bah, nous, on a un cas là en cours. On est en bord d'une forêt. Il faut l'autorisation de l'Office national des forêts pour le faire. Mais ça, c'est nous qui le gérons. Ouais, mais Vous, ça, à votre... c'est parce que c'est en lisière, ça. C'est ça. Et puis parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une problématique de surconstruction. Ouais. Donc, les mairies font attention à la préservation des espaces verts. Ok. Pas, toujours pareil. Enfin, une préétude. De toute façon, on pourra faire les études les plus poussées avant de soumettre un permis. On aura quand même des surprises. Mais une préétude, c'est juste de la logique. Là, je vois le village, je vois la verdure, je vois les champs autour. Je sais que je ne vais pas être emmerdé par rapport à la préservation des espaces verts. Ouais, c'est pour les zones urbaines, quoi, hein. C'est ça. T'es en bordure d'Avignon à la rigueur, quoi, mais sinon. En comptant ce qu'il faut prendre en compte quand on regarde les parcelles, c'est que là, il y a le chemin. Donc là, par exemple, sur mon terrain, je prends un point là, un point là, un point là et un point là. Il y a 200 mètres carrés qui servent de voirie et qui sont partagés sur lesquels je ne pourrais rien faire. Je ne sais pas si vous voyez bien la zone. Cette zone-là, c'est sûr qu'on ne pourra pas y toucher parce qu'il y a l'accès à cette maison, à ces maisons, à ces maisons. Et si je suis le cadastre, ça fait partie du terrain. Et il doit y avoir une servitude de passage ou quelque chose comme ça. Alors, la servitude de passage, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est ancré dans les mœurs que les gens n'ont pas le choix de passer par là pour atteindre leur maison. Ouais. Donc, même si c'est chez toi, tu peux que te taire et dire Amen. Ok, ça veut dire qu'en gros, dans le document du notaire de la parcelle 910, il est écrit que tu n'as pas le choix de laisser passer les gens, quoi. Même pas, c'est ça qui est un peu pervers avec ça, c'est que si c'est acté, les notaires, ils considèrent que si ça a toujours été comme ça ou depuis des années, c'est comme un texte de loi. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucun Il papier n'est qui pas le annexé dit, au compromis? bah, si, il y en a une. Mais s'il n'y a pas de servitude de passage, mais que ça a toujours été comme ça et que la logique veut que ça soit comme ça, c'est une servitude de passage de par soi-même, en fait. Ok, un peu D'accord. comme en dessous, là, tu vois, le chemin, il continue en dessous, là. Pareil, ça, c'est de la servitude de passage, tout ça. Exactement. Comme la 912, la 912, la 961, c'est différent, c'est que du chemin. Et ça Par appartient contre, à la ville, du coup, la 961? ça dépend des cas. Là, en l'occurrence, je pense, parce qu'ils n'ont pas dû faire un lotissement pour 3 maisons, mais sinon, ça fait partie, c'est en copropriété entre les maisons si Ok, on fait un lotissement. d'accord. Et les frais d'entretien sont partagés. Ok. Mais tout ça pour dire que toi, par exemple, dans l'étude, et c'est pour ça que je n'ai pas mis plus de maisons, on n'a que 1950 mètres carrés d'exploitable. Alors que ça reste encore joli, hein, mais Oui, c'est sûr. tu perds 200 mètres carrés là. Ok.
Après, il y a toujours pareil, c'est de l'étude, mais ça s'apprend pas, c'est de la logique. Tu vois la taille des parcelles. Et c'est pour ça que je déconseille, je me souviens plus, hop, Magalas. Oui. Parce que si tu fais la surface totale moins les 30% de voirie divisé par 7, bah, tu as moins de 300 mètres carrés. Dessus, tu veux foutre une maison de 100, 120 mètres carrés, ça veut dire que tu n'as pas de terrain. Et si tu regardes une ville comme Magalas dans l'Hérault, C'est des c'est des plus grosses parcelles que 300 mètres carrés. largement. Ouais. Mm. Et ça pourrait embêter la mairie, en fait, c'est ça? Alors déjà, la mairie le refusera, et surtout, ça sera inventable. Bah après, Mm. si on fait 2 maisons de plus et qu'au final, toutes les maisons, on les met vraiment en dessous du marché et que c'est rentable pour nous, ça va se vendre si on met vraiment pas cher. Non, mais si tu veux, en fait, les gens, Magalas, t'es dans l'Hérault et tout. Les gens qui veulent vivre les uns sur les autres Oui, oui. et qui veulent vivre son terrain et tout, ils vont aller dans les grandes villes. Ouais, Montpellier, Sète, tout ça. Si tu vas à Magalas, c'est que tu veux une maison avec du terrain. ouais, ouais. Ouais. Hmm. Là, c'est pas la faisabilité technique qui est remise en cause, c'est la revente derrière. D'accord. Tu vois, là, tu regardes, il n'y a pas une maison où il y a moins de 400 mètres carrés de terrain en plus de la Mm. maison. C'est pour ça qu'à Pertuis, je t'avais mis un projet avec une grosse maison de 600 mètres carrés, enfin vraiment les C'est énormes, ça. parce que j'ai discuté un peu avec l'agent IMO, et effectivement, Pertuis, c'est quand même assez prisé. Le prix au mètre carré est Ah, assez t'es du élevé. Vaucluse? Non, mais je vais habiter à Salon, c'est pour ça que je regarde un peu plus Ok. toute cette partie-là. Là. Non, parce que moi, je suis à Avignon et Pertu, je pense qu'il t'a vendu un peu du rêve, le gars. Mais bon, après, C'est vrai? je l'analyserai, hein. Je Ouais. vois pas vendre une maison de 600 mètres carrés à Pertu. Mais après, je peux me tromper, hein. Mais après, ça peut être un projet locatif pour quelqu'un qui veut plusieurs appartements en location, tout ça. Mhm. Mais enfin, moi, le projet me semble pas forcément cohérent, mais à étudier, hein, pourquoi pas. Moi, je suis ouvert à tout. La faisabilité technique est bonne. Le projet d'une maison de 600 mètres carrés, je suis un peu C'est compliqué. Ouais. sceptique. Ok. Parce qu'il y a plein. En fait, Perthus, c'est pas une ville qui fait rêver dans le Vaucluse, vraiment pas. Malgré ce que te dit l'agent IMO, parce qu'il habite là-bas. Euh, Perthus, c'est une ville où tu vas pour avoir de la commodité. C'est entre la campagne et la ville, mais ça fait pas rêver, quoi. D'accord. Après, j'habite à Avignon, hein. Avignon, ça fait pas rêver du tout, hein. Attention, hein, c'est toute proportion gardée. Mais je veux dire, tu as plein de petits bleds autour dans le Vaucluse qui sont sympas. Visant partie, par exemple, tu as Visant, tu as Mazan, tu as plein de petits bleds. Je ne sais pas si on va aller voir s'afficher là. Mais enfin, tu as plein d'endroits. Attends, on va le faire plutôt sur. Ouais, Pertuis, Carpentras, tu vois, c'est les annexes de. C'est les annexes d'Avignon. Mais tu n'as pas d'hyper hop, en vue satellite. Je vais zoomer un peu sur Pertuis. Tu as un poil de retard au niveau de l'écran hein, par rapport à quand tu Ok. expliques tout. Tu dois avoir 5 ou 10 secondes maximum de retard. Tu vois, Genre là, ça Pertuis, vient juste de s'afficher en satellite. là, vous voyez les maisons? Pas Oui. encore. Là, je suis en plein dans Pertuis, Ah, là. ok. Et tu vois, la caractéristique 600 mètres carrés, la maison, avec un immense terrain, il n'y en a pas. Hmm. Hmm. Parce Ça, que il y quand a je ça, mais c'est discutais une avec l'agent ferme. IMO, ouais, Alors, l'agent IMO, alors, je peux vous le dire, parce que ma femme en est un. ouais. Vous êtes agent IMO vous-même ou pas? Non. Il y en a un Personne? qui devait être là et qui est agent IMO. Nico, il est agent IMO, non? Ouais, tout à fait. Bon, je vais faire attention à ce Ouais. que je dis alors. Les agents IMO, c'est des vendeurs. Il veut te vendre son terrain, en fait. Hmm. Et bon, Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il m'a dit, par exemple, au niveau du terrain, qu'on pouvait pas le diviser. Enfin, il y avait très peu de possibilités de le diviser en ne serait-ce qu'en deux. Mais alors, c'est plus au niveau de la mairie pour le coup. ça, c'est la mairie. Alors, peut-être aussi, il peut Hmm. vendre ça comme ça parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Mais Ouais. alors, en deux, ça m'étonnerait, vu la taille de la parcelle, qu'on puisse pas. Mais par contre, 3 à 4, j'entends ce discours. Ça me semble pas déconnant parce qu'il y a beaucoup de mairies qui veulent pas justement un entassement de maisons et qui limitent
les divisions parcellaires. Mais par exemple, tu vois, moi qui connais un peu le coin, des grosses baraques pour des gens riches, ils iront plutôt sur des bleds comme Lourmarin, Puy-Vert, Cadenet. Et tu le vois tout de suite dans l'espacement et l'aération. Et encore, les gens qui ont du bled, c'est quand même une population paysanne, hein. Donc, tu as moyen de trouver des terrains pas très chers en faisant un mix entre le constructible et le non constructible. Je m'explique. Par exemple, souvent, il y a des gens qui vendent une parcelle de 2000 m² et une parcelle de 5000 m². La 2000 est constructible et la 5000 ne l'est pas. Mais l'un dans l'autre, en mettant la voirie et les espaces verts sur la non constructible et en utilisant à fond la constructible, on arrive à des beaux projets. Tu peux mettre de la voirie sur du non constructible. Ça passe. Colin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais Ok. de l'accès en tout cas. Si c'est vendu comme de l'accès, pour moi, c'est possible. Ouais, en accès, c'est bon. Ouais. Donc, du coup, par rapport à Visan, les premières vérifications que tu fais, c'est la surface du chemin d'accès, voir la surface effective, s'il y a des choses à détruire dessus. Et tu regardes le COS. Et après? Donc là, pour reprendre ça, la zone, c'était la bonne zone que tu m'as donnée, donc 40%, donc soit 800 m². Parce qu'attention, hein, on prend la surface totale de la parcelle pour l'emprise au sol. Là, on a vu qu'on perdait 200 m² avec la voirie. On ne les perd pas dans les calculs des 40%. Ok. Yes. Hein, parce que ça, c'est de la théorie. La construction, c'est la pratique. Mais dans la théorie, c'est bien à nous. Donc, ça fait bien partie des 100% du terrain. Alors, les limites séparatives, j'ai regardé dans la propriété, c'est non réglementé. Je m'explique, il y a des villes, et on a un client en cours en Haute-Savoie qui a ce problème-là. Des fois, à l'intérieur du même terrain, il faut des limites entre chaque construction. Où on est collé, où il faut 3-4 mètres. Là, il n'y a rien. Donc, si je veux mettre des maisons à 2 mètres l'une de l'autre, je peux. Est-ce que c'est clair, ça? Si on veut les coller, là, par exemple. Ouais. Les coller, tu peux partout. En mitoyen. Parce que là, ça serait pas mal d'avoir deux fois. Mitoyen, tu peux tout le temps. L'idéal, dans ce cas-là, c'est de faire la mitoyenneté par les garages. C'est plus facile à vendre et ça fait un peu plus d'intimité. La D'accord? mitoyenneté plutôt par les garages, ok. En fait, tu fais garage, garage, maison, maison. Ouais. Et tu fais par bloc de 2. Et là, par exemple, on pourrait faire 2 blocs de 2 sur Visan, ce serait bien, là. C'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, Au niveau de la disposition des maisons sur un terrain comme, enfin, peu importe les terrains, est-ce que c'est nous qui nous en chargeons ou c'est vous, une fois que nous, on a fait tout ce qui est études techniques, du coup? c'est le bureau Ok, ça marche. c'est le bureau d'études parce que il va le faire au plus simple et lui, il va prendre il va prendre, comment ça s'appelle? Il va prendre en compte après les facilités de construction et d'accès et tout ça. Bah, disons que toi, Xav, ce que tu fais, c'est que tu te fais une projection grossière. Tu te dis, je suppose que le bon sens veut que mes 2 blocs de 2 maisons, je les mette plutôt là et là. Ça me ferait telle taille de jardin. Je sens que ça passe bien. Voilà. Et le mec qui va valoir le coup. par contre, il a son plan de bornage et à partir de là, il fait un truc hyper détaillé, quoi. Ok. Donc ça peut valoir le coup de faire comme Julie avait fait, une espèce de screen justement d'une vue aérienne et dessiner quelques maisons pour ce que nous on pense qui est possible. Carrément. Par rapport à l'étude technique. Ça sert de base de boulot. Et puis là, pour en revenir à Visan, tu as un accès là, tu as 2 blocs là et 2 blocs là, ou 2 blocs là et 2 blocs là, c'est jouable. Là, tout est possible en fait. Ou tu as un bloc qui tourne vers les champs et un vers le voisin, ou les deux vers là, ou les deux vers là. Enfin, tout est possible, tout est imaginable. Et surtout avec Géoportail, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mesurer. Là, je sais que j'ai 60 mètres. Ah oui. Et là, je sais que j'ai 30 mètres. Okay. Et en fait, ça me permet, par rapport à l'implantation que Julie a faite, ça me permet de vraiment visualiser dans l'espace, en fait, et pas juste sur un plan, ce qu'il est possible de faire. Ok. Et tu prends en compte aussi les expositions sud, etc.
Dans la mesure du possible, oui. Ouais, notamment au niveau des terrasses, c'est ça? C'est ça. Mais il faut faire en fait un mix entre l'exposition, l'intimité des gens. C'est sûr que plein nord, on va avoir du mal à vendre. Mm. Mais par contre, des fois, les gens ils vont préférer est-ouest et pas avoir de vis-à-vis que plein sud et donner sur 4 ou sur 5 maisons en face, D'accord. par exemple. Mais ça, Là, par, encore une fois, le bureau d'études le fait très bien. Ok. Là, par exemple, tu vois, moi, j'aurais bien mis les deux blocs, genre le long du chemin d'accès, tu vois, toutes comme ça, et faire 4 parcelles de 15 par 30, en fait, un petit peu en ligne. C'est jouable aussi. Et les Là, sur Visan, c'est un dossier confortable si on reste sur 4 maisons. Si c'est rentable à 4 maisons, c'est un dossier qui est confortable et pour le bureau d'études et pour le permis. Non, ça me semble bien comme Je vais ça. te dire ça, mais je crois que oui, c'était bien. Je crois qu'on est à 52% de renta brut sur le papier avec 4 maisons. Et Donc Tom, je oui, me ça va. posais la question Pas trop aussi, mal. est-ce que tu aurais les cotes des maisons types qu'on peut faire? Et en gros, les deux maisons types qui reviennent tout le temps, c'est simple, c'est la 120 mètres carrés plein pied avec un garage à 20 mètres carrés, ou alors c'est la R+1 à 60 mètres carrés au sol plus 20 mètres de garage. Et ça fait combien en long et en large, de façon à ce que eux ils puissent peut-être plus savoir comment positionner les blocs, si les garagistes touchent, tu vois. Bah, en fait, ça, je peux te le faire. Je ne l'ai pas exactement À la louche, quoi, même, hein. Tu sais, sous parce la que main, quelque chose de mais je grossier. peux te les faire rapidement. Ouais, c'est cool. Mais Ouais, le problème, c'est Mm. que là, vous allez vous ajouter une contrainte que vous n'avez pas en fait. c'est très léger, hein. C'est vraiment pas au cordeau, hein. C'est vraiment histoire de dire, tiens, mon bloc qui fait ça, tiens, est-ce qu'il passe ici ou plutôt est-ce qu'il passe là? Tu vois? J'entends, hein. Mais le problème, c'est que si tu te bases sur ce gabarit-là et qu'il passe pas, et qu'un autre gabarit passe, tu vas dire, j'enlève le terrain, alors que nous, on fait vraiment de la maison sur mesure. On n'a pas de catalogue. En fait, j'ai peur que 100 mètres carrés, c'est tu pars sur un carré de 10 sur 10, si Tu ça fais pas du passe. rectangle, tu fais plutôt du carré. Non, mais pour voir déjà l'emplacement. Après, tu adaptes. Normalement, en faisant les études à la main comme ça et sans avoir de logiciel d'architecture pro, tu dois prendre tes 2 mètres de large. Donc après, que tu sois à 12, et alors je ne suis pas bon au calcul mental, mais à 12 sur 8 par exemple, ou 10 sur 10, normalement, si tu as validé l'un, l'autre sera validé aussi. Et après, on adaptera. Mais par contre, le problème, c'est que si tu pars sur un 12 sur 8 ou 8,5 et que ça ne rentre pas sur la partie 12, tu vas peut-être laisser tomber le terrain alors qu'en faisant un 10 sur 10, ça passe. Mais Ouais, par contre, je peux très bien faire des gabarits de maison, il n'y a pas de souci, hein. ok. C'est pour ça qu'il vaut mieux vous laisser cette partie-là et nous en faire juste une En part, fait, nous, on n'a pas une ébauche, quoi. de. On a C'est 50 vraiment des clients, bouches. on a 50 plans différents, quoi. Ouais. Moi, il y a quelqu'un investisseur que je travaille, Gradiela Colin, pour pas la citer. Elle a fait 4 maisons. C'est 4 les mêmes, mais c'est parce qu'elle avait la flemme et qu'elle ne voulait pas payer plusieurs plans. Mais sinon, on s'adapte vraiment au terrain. Et puis après, il va y avoir les terrains en pente. Les terrains en pente, on va pouvoir faire sur des espèces de pilotiers avec des garages semi-enterrés, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment chaque. Moi, j'ai peur, mais je vais vous le faire quand même. Au moins, vous l'aurez. Je vais vous faire une maison de 100 mètres carrés de plein pied et une de 120 à étage avec des garages de 20 mètres carrés à coller. Mais en fait, il ne faut vraiment pas que vous vous arrêtiez à ça, en fait. Parce que Non, c'est non, vraiment c'est une juste contrainte que vous mettiez et qu'on n'a pas. pour se projeter grossièrement, tu vois. Et après, par exemple, quand il y a des arbres comme ça, est-ce que ça va nous impacter notre chiffrage par rapport au terrassement? Ouais, Ou est-ce qu'on reste à 15 000? 15 000, c'est un fourre-tout un peu. C'est vraiment le Non, package ouais, de choses, quoi. si tu as 15 000 de terrassement, ça passe. À chaque fois, moi, je mets 15 000, hein. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Sur des projets comme ça. Après, voilà, c'est toujours pareil. Là, on est entre nous, on se le dit franchement. Il y a des dossiers, on va perdre quelques milliers d'euros sur le terrassement, et il y a d'autres dossiers, on va les gagner. Et c'est ça qui fait l'équilibre à la fin des projets. Ouais, bien sûr, hein. Mais par contre, si à chaque fois, tu dois attendre que le terrassier il se déplace avant d'avoir acheté, qu'il ait fait le chiffrage et tout, là, on va jamais gagner d'argent, en fait, parce qu'on va perdre un temps de ouf. Ok, de toute Moi, façon, je si on préfère part perdre 2 000 à 3 000 euros par dossier et les gagner sur d'autres où il y en aura moins que perdre 3 semaines en mois. Hein, parce qu'un terrassier, actuellement, c'est 2, 3 semaines. Et encore, quand c'est là, je te parle des gens à qui on signe et qu'on donne un acompte de 3 semaines de délai. Donc, juste faire un devis, mon ami,
Ok. Donc en gros, 15 000, c'est un bon forfait en moyenne. À part Après, vraiment le si vous voyez une DOCG, pente de ouf, en fait, une pente, si, je vais essayer de vous faire un dessin. ouais, tu as Alors ça, là c'est parce que Dromaios, on est dans la partie, nous, théorique, hein. Je ne ferai jamais ce dessin-là devant mes collègues, mais là, je me permets, on est entre nous. Un terrain qui va être en pente, en fait, moi, ce que je préconise à mes clients, après, la construction s'arrache la tête, mais ils se débrouillent, c'est je vais venir terrasser tout ça. Alors, la pente est mal faite, hein, parce qu'une pente, en général, ça ne fait pas ça non plus. Ça fait plutôt ça. Attendez, j'ai pas pris le bon truc. on Un t'a voulu faire dessin. un- Tac. Ça fait plutôt comme ça, parce qu'il y a une partie plate après. Ouais, je vais recommencer, ça sera plus propre. Une pente, on va dire que ça fait un peu... Tac. Ah, bah, putain. Oula. La pente, c'est quand même quelque chose d'un peu plus doux. Moi, ce que je préconise à mes clients dans ces cas-là, et qui passe plutôt bien, c'est on vient enlever tout ça. Cette partie-là, on l'enlève. Et dessus, en maison, on vient se mettre là. Comme ça. Là, il y a le garage qui arrive au niveau du terrain. Là, il y a R1 et R2 ou pas. Et là, on offre une terrasse sur pilotis. Ah, yes. Cool. Et en fait, comme ça, je garde du terrain là. J'ai une partie dehors là. J'ai mon garage là. Et là, j'ai un abri de voiture supplémentaire. D'accord. Et en fait, même si j'ai du voisinage là, qu'il y a des baraques, parce qu'en général, les baraques qui existent, elles sont prises sur la partie plate et on a laissé la partie comme ça, et ben en fait, je garde, j'ai plus de vis-à-vis, je garde ma vue. Excellent. Et ça, c'est un bon compromis. Ça coûte un peu plus cher en terrassement, mais comme après, j'ai la surface de la maison au garage. Donc pour les gens, c'est un vrai plus, parce qu'ils y mettent une, voire deux bagnoles, ils s'en servent d'atelier, ils mettent des buanderies, enfin, on a un vrai espace de plus. Et surtout, Ok. je sais que je n'aurai aucun vis-à-vis là non plus. Ouais. Parce que je suis dans la pente. Ouais, Par donc exemple, en il y a Savoie, on moyen travaille beaucoup de comme faire ça. le terrassement, quoi. Et là, il y a un peu plus de terrassement. Et encore, quand on part sur 15 000, allez, c'est un billet de 5-10, hein, c'est pas plus. Et en comptant que sur ces terrains-là, les 5 à 10 000, ils sont quand même, normalement, dans le prix du terrain, ils sont enlevés déjà. C'est Puis bien même, moins cher un terrain. tu les récupères à la vente de la maison, parce que tu as une maison. Alors oui, tu as un terrain en pente, mais tu as une maison qui est généralement assez sympa, avec une superbe vue quand tu es en pente comme ça. C'est ça. Et nous, l'inconvénient qu'on a à vendre ces maisons, c'est que les gens ne se projettent pas. Vous, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vendre les maisons. Mm. Les maisons, elles sont construites quand on les vend. C'est-à-dire que vous faites. Ouais. Ouais, non, après, ça, j'en parlerai avec Romain après, plus tard. Non, mais allez-y, hein, on a Ok. tout. Allez-y, hein. Là, Faites, disons que c'est vraiment axé faisabilité technique et si tu veux, on refera un call pour Mm. parler de la PFA et compagnie. pas de souci. Yes. Parce qu'après, la dernière chose pour la validation technique, j'en ai parlé tout le long, hein, c'est de vraiment regarder ce qui se fait autour. Mm. Là, par exemple, je ne pense pas que j'aurai le droit au toit plat. Petit village du Vaucluse, assez conservateur. Il n'y a que des toits en pente autour. Moi, j'ai le cas là, hein. C'est quoi l'avantage d'un toit plat? Le design Ok. Ou alors faire du toit Est-ce que ça terrasse? coûte plus cher? ou toit terrasse. Non, ça ne coûte pas plus cher en plus. Ça coûte pas plus cher? Le toit terrasse coûte plus cher si tu veux marcher dessus, mais si tu fais juste un toit plat, il n'y a pas besoin. D'accord. Parce que alors après, en tant que particulier, quand tu achètes une maison de toit plat, ça coûte plus cher par contre. Vous, au niveau de la construction, pas forcément? Ouais, non. C'est parce que c'est plus récent, peut-être.
Ouais, ça Et marche. puis parce que les constructeurs, c'est des enculés aussi. Ah, parce que le toit plat, il y a moins de matière qu'un toit en tuile. Tu n'achètes pas les Ah, c'est pour tuiles. ça. Alors tu Ouais. fais un revêtement, mais il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher. Je suis en train de chercher le projet dont je vous parle à Amazon. Parce que Amazon et Visan, c'est à peu près les mêmes blagues. Mais tac, tac, la place. Tac, C'est marrant ce centre-ville tout rond là. tac, Ouais, il est super sympa. Hein. tac. Et si, tiens, pendant que tu es en train de chercher, Romain, on parlait donc de terrain de 1500 mètres carrés minimum à peu près, mais si on se met en plein centre-ville d'une grosse ville, par exemple, et que tu as un terrain de 300 mètres carrés où tu peux monter un immeuble, on regarde aussi. Ah, bien sûr, oui, bien Ouais, sûr. C'est pour ça marche. dégrossir, tu vois, mais là aujourd'hui, moi je préfère les petits trucs à 4, 6, 8 maisons par simplicité pour bien lancer la société tranquillement. Mais après, on pourra partir sur des trucs plus compliqués. Et d'ailleurs, c'était la chose suivante que j'allais demander à Tom, c'était dans le cas d'un immeuble résidentiel, comment est-ce qu'on peut voir la hauteur maximum par rapport au retrait et les places, comment on va les gérer? Une place, ça fait 400. PLU. Le PLU va te dire la hauteur maximum. Pour un étage, pour être large, tu prends 3 mètres. Tu peux nous montrer un peu les endroits dans le PLU où on retrouve ces choses? Ah bah c'est là. En fait, dans les constructions, là, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'emmerdement. Mais par exemple, attends. Est-ce que tu n'as pas un PLU bien chiant là? Du coup, R+1, ça peut être 3 mètres de hauteur, c'est pas 6 mètres. 6 mètres, c'est Ah, c'est R+2. 6 mètres. Si, parce qu'il y a 3 mètres le rez-de-chaussée et 3 mètres l'étage. Je reviens pendant que tu es en train de chercher juste la différence entre les limites séparatives de propriété et construction voisine. Bah, en fait, la limite, par exemple, là-dessus, on va prendre des maisons parce que là, je suis en plein centre, c'est pas un bon exemple. Là, mesurer une distance. La maison, elle est à 20 mètres de la limite séparative. Ok, Elle est à 23 de la maison à côté. ok, d'accord. C'est tout. Ça En marche. fait, c'est juste s'adapter au voisinage là. Ok, merci. Alors attends, putain, plan local d'urbanisme, il est là. Donc vous voyez, un PLU, ça fait 300 pages en moyenne. Hein. D'accord, il y a tous les diagnostics avant. Alors ça, on s'en fout. Et après, il y a les règles. Mais je suis pas au bon endroit là, je pense. Tac. Mazan, par exemple, je sais qu'il y avait la hauteur, il y a l'angle des. Il y a l'angle des toitures. Enfin, c'était vraiment un truc. C'était vraiment un truc pénible. De toute façon, si le PLU est difficilement compréhensible, on peut faire appel à vous. Bien sûr, bien On a sûr. du mal à... Et Mais après, en fait, c'est pas que c'est difficilement construit. Le plus dur dans un PLU, c'est pas tant de le comprendre, c'est de chercher au bon endroit en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, parce que c'est en fonction de la zone, je C'est suppose. ça. Le plus dur, Ouais. en fait, c'est écrit en français. Il va te dire, t'as pas le droit de plus d'emprise au sol, t'as pas le droit à plus de hauteur, t'as pas le droit. Enfin, c'est écrit c'est très simple. Mais par contre, c'est chiant de trouver où c'est en fait. Et par exemple, à Visan, j'ai envie de me chauffer, j'ai envie de faire un petit immeuble résidentiel. Est-ce que je peux le faire? Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir À Visan, j'ai pas regardé, sur ma parcelle là? j'ai pas regardé dans le détail, mais d'instinct, je te dirais que non. Alors j'aimerais un immeuble résidentiel rose avec une mare au canard et Non, c'est sûr que non. est-ce T'emmerdes que même pas à demander. Et ça sera Tu dis non parce que tu as regardé le quartier, c'est ça? Bah, tu regardes le quartier, tu sais la ville, Ouais. Donc, tu vois, regarde, en fait, ce qui est important, c'est disposition applicable aux zones. D'accord? Selon la zone où tu es, donc N. Alors, N, c'est pas constructible, c'est mort. Agricole, c'est pas constructible, c'est mort.
À urbaniser, c'est là où il y aura les bons coups parce que ce n'est pas constructible, mais ça va le devenir, ou ça vient juste de le devenir. Nous, on va rester là-dessus. C'est-à-dire qu'on vise Hop. que les U, nous. Les AU, c'est pour les particuliers qui ont envie de faire un investissement sur l'avenir, en fait. Ah ouais. En fait, de toute façon, normalement, si dans l'annonce, il y a marqué constructible, tu n'es pas dans les zones N et tout ça. Ouais. Ok. Et l'agent immobilier, normalement, il te le dit, parce que sinon, tu perds ton temps. Et comme dans tous les permis de construire, les gens sensés comme nous, on met sous réserve de l'obtention du permis de construire, il ne perd pas son temps à faire tous les papiers pour rien. Alors là, c'est les règles générales. Là, tu as le plan de zonage. Là, il y a tous les risques. Là, ça peut être les dérogations. Les zones urbaines. Donc, le bourg historique. En fait, et chaque zone a sa logique. Hein. Tu vois, zone UA, c'est le bourg historique dense, habitat. La UAI, ils ont fait un découpage parce qu'il y a une partie qui est inondable, ou du moins à risque d'inondable. En comptant que l'ozon, en tout cas, il nous emmerde avec ça, Amazon, en comptant qu'il n'existe plus ce cours d'eau, mais il risque éventuellement, potentiellement d'être remis en service dans quelques années. Donc, on peut être emmerdé jusqu'à ce genre de choses. Donc là, ils expliquent les zones. Donc, en général, tu passes. Voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est les dispositions applicables aux zones. La zone urbaine, tu as l'occupation des sols. Déjà, tu as ce qui est interdit. Il commence toujours par ça dans un PLU. Ça, normalement, on n'est pas concerné. Parce qu'il parle de camping, il parle de aire d'accueil des gens du voyage, il parle exploitation agricole ou forestière, donc des fermes, et les parcs de loisirs. Donc, nous, ce n'est pas les choses qu'on regarde normalement. Après, il y a ce qui est autorisé sous condition. Là, ça peut être un peu plus intéressant de regarder. Donc là, dans ce cas-là, c'est les hôtels. Les fermes existantes, les retaper, les agrandir. Bon, ça non. Tac, 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 tac. Et le logement social. Il faut savoir que le logement social, c'est un vrai jackpot. On en parlera après par la suite parce que je suis en train de mettre ça en place en parallèle à plein d'autres choses. Le logement social, c'est vendu avant même d'être construit, avant même que le terrain soit acheté, j'ai envie de dire. C'est un PLU qui est assoupli et c'est des règles de construction bien clairement définies. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas de cassage de tête. Mais pour Ça, ça, vous en faites aussi. il faut être connecté à des bailleurs sociaux. C'est ça, on est en train de se faire référencer. Ouais, dans le Nord, là. Ah non, au niveau Non, national. c'est national. C'est pour le Nord, mais on est au niveau national. Alors, ça, ils disent que tes maisons doivent être accordées à l'eau. Enfin, c'est d'une logique. Tout est logique, en fait. Là, ils te disent que tu dois être au réseau collectif d'assainissement. En fait, c'est ce qu'on appelle le tout à l'égout. Mais dans la phrase juste après, ils te disent que s'il n'y en a pas, tu peux mettre un truc individuel. Donc, en fait, ça, c'est vraiment du blabla. C'est vraiment... je sais que ça peut paraître gros que des gens soient payés à faire des documents qui ne servent à rien. Mais, enfin, tu ne vas pas stocker tes déchets organiques de tes chiottes et ton eau sale, ça va de soi. Que tu vas avoir de l'eau potable qui arrive au robinet, ça va de soi. Que tu ne vas pas stocker l'eau de pluie dans une cuve chez toi, ça va de soi. En fait, je veux dire... Comment est-ce qu'ils peuvent voir que la parcelle en question, elle est connectée au tout à l'égout? Alors ça, tu le sais, eux, ils le savent. L'agent immobilier est censé le savoir et ça se vérifie. Par contre, si elle ne l'est pas, pour
en préambule de ton permis de construire, il te demande une étude du SPANC qui dit si c'est possible d'avoir une station d'assainissement individuelle sur ce terrain-là, comment elle doit être. Et comment Xavier, Julie et Nico, ils peuvent voir si c'est connecté au tout à l'égout ou pas? Ils le voient sur quel document, ça? L'agent immobilier. Il doit le savoir. L'agent immobilier, il le sait, ouais. Ok. Ça marche. Et en fait, après, vous rajoutez pour une maison 15 000 balles d'assainissement individuel. Sauf si on peut faire un collectif, et là, c'est 70 000, ouais. C'est ça. Comme on va faire sur Albi. Ah ouais, C'est ça. d'accord. Donc, tu vois, là, il y avait un truc sur les terrains superficie minimale. Ça a été abrogé par la loi Allure. Par contre, s'il n'y a pas le réseau d'assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel. En fait, c'est-à-dire que ton terrain, dans cette ville-là, tu n'as pas de limite en taille de terrain, si ce n'est pour aller foutre ta maison et ta station d'assainissement. Là, si tu as un terrain de 120 mètres carrés, tu peux mettre une maison de 100 mètres carrés et ta station d'assainissement. Et il y a des villes, par contre, à moins de 500 mètres carrés, tu n'as pas le droit de faire une maison. Ce n'est pas considéré comme une parcelle individuelle. Donc, alors là, on est dans UA, hein, rêvez pas parce que ça n'existe pas. On est dans la zone A. L'emprise au sol des constructions est non réglementée. Mais tu vois, il y a des titres clairs à chaque chose. Hauteur maximale des constructions. Alors, ça ne s'applique pas à ça. Mais en fait, tu as un calcul à faire. Ou ils te disent clairement le mètre, ou alors, et chacun est différent. Il y a eu des cas où c'est en fonction de la distance de ta maison à la route, la distance divisée par 2, enfin, chaque cas, mais c'est écrit noir sur blanc. Attends, on va passer en UB parce que là, c'est ridicule, c'est les zones agricoles. Donc ça, alors pareil, là, on est passé dans la zone UB, mais c'est sous la même trame. Ce qui est interdit de faire, ce qui est soumis à condition, les accès, bien entendu. Alors, un accès, il faut compter à partir de 3 mètres selon les mairies, mais le mieux, c'est d'avoir 4-5 mètres pour le passage. D'accord? Parce qu'en fait, ils prennent en compte qu'un camion de pompier doit passer et de secours. Et pour faire demi-tour, c'est 4-5 mètres. Et une zone de retournement, normalement. Ouais. Ça, mais après, encore une fois, ça dépend du projet. Les zones de retournement, c'est au-delà de 60 mètres d'accès. Avant 60 mètres, ils considèrent qu'ils peuvent reculer. Donc 60 Après, mètres. Linéaire. C'est-à-dire que Linéaire, si ouais, tu 60 mètres. 60 mètres, tu n'as pas besoin de te retourner. Parfait. Ça, c'est bon à savoir. Putain, j'aimerais bien voir les employés de mairie faire une marche arrière de 60 mètres avec un camion de pompier, quand même. Avec une remorque. C'est ça. Mais bon. Au niveau de la viabilisation, vous, ça vous pose pas de problème? De quoi donc? D'avoir une maison qui est en fin de terrain comme ça, avec justement tous les réseaux à amener tout au bout de la parcelle. Ça va coûter plus cher, c'est tout. Ça, c'est la VRD, ça. Ouais, d'accord. Ça va coûter plus cher. Et c'est ça, justement, c'était une de mes questions après. À quoi ça correspond exactement, que je puisse bien affiner. Je vais vous expliquer après. Donc, merde. Donc, toujours pareil, hein, l'eau potable, là, c'est pour toutes les zones. L'assainissement des eaux usées, les eaux pluviales, l'électricité, les déchets. Et là, après, ça, c'est du cas par cas. Donc, il n'y a pas de superficie minimale dans ce village-là. Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d'alignement en vigueur, la distance par rapport à la limite d'emprise publique ne peut être inférieure à sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. J'arrive pas à lire cette formule, je vous laisserai la lire. Pour avoir un doctorat. Pour être sûr, vous prenez 4 mètres en fait. Allez, au point de l'étude où vous en êtes, il vaut mieux prendre 4 mètres et qu'après le bureau d'études qui lui comprend ça puisse en caser une de plus à la limite ou voir
pour avoir un peu plus d'espace, mais ne peut pas être inférieur à 4 mètres. Donc, tu sais que tu as 4 mètres. Ok. Dans ce cas-là. Mais tu vois, c'est encore une fois, j'insiste. Pourquoi je les suis c'est pour vous dire que tout est marqué noir sur blanc. Il faut juste prendre le temps de le lire, en fait. Et c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, parce que je ne lis jamais aucun PLU. Donc, je l'ai fait lire. Là, je m'y suis mis un peu cette semaine exceptionnellement, mais ce n'est pas des choses que j'aime faire, mais qui sont nécessaires par contre. Maintenant, avec les moyens, c'est quoi? C'est CTRL F, je crois. Oui, tu peux rechercher. Hein. Non, mais après, là, tu as un truc, ça s'appelle le sommaire aussi. Hein. Au début, là, je ne vais pas y retourner parce que maintenant, je suis arrivé au bon endroit. Je voulais qu'on survole un peu tout, mais le sommaire, il dit quelle page aller. Hein. Ah oui, bah oui. Donc, voilà. Là, tu as l'implantation par rapport aux limites séparatives. Attends, on en est où? Ouais, on en était là. La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. C'est-à-dire que tu prends un trait droit. Hein, la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite, cours de maths 5e, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Donc, encore une fois, tu as 4 mètres. Sauf, et là, ça va vous servir, vous, les stationnements et la rampe d'accès. Et c'est pour ça que sur certains projets qui sont déjà lancés, donc je ne sais pas si vous êtes concernés, vous ou pas, mais on a privilégié du parking collectif couvert, mais pas fermé, parce qu'on n'est pas soumis à ces distances de limite séparatives. C'est-à-dire qu'un garage, je suis soumis à la limite, et encore, ça dépend de la hauteur. Un parking fermé, mais couvert, mais non fermé, je ne suis pas soumis. Ça compte pas. Ok. C'est original. Donc, pour la rentabilité d'un projet, c'est hyper important. Ok. Et en comptant que... voilà, vous voyez là, construction annexe accolée au corps principal de la construction à condition que la hauteur maximum n'excède pas 3,50 m. Attention, c'est par rapport au terrain naturel. Hein. S'il y a de la pente et tout, ils prennent le point le plus bas. Ah oui. D'accord. C'est-à-dire que là... Pardon. Comment on peut voir la pente du terrain, d'ailleurs? Bah alors, c'est compliqué, ça. Sur... là-dessus... Attendez. Street View, tu vas, non? Bah déjà, voilà, tu peux regarder en te baladant en Street View. Et là, tu as c'est l'altimétrie. Tu peux voir d'un point A. Ah, on voit pas ton écran, Tom. Attends. De toute façon, l'agent immobilier est censé le savoir aussi, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'agent immobilier, il a été sur le terrain, lui. Oui, puis tu les vois dans les photos quand même. Hein. Parce que de toute façon, tu prends le moins restrictif vu qu'ils prennent le plus bas. C'est ça. Tu peux faire un profil altimétrique d'une parcelle. Ok, cool ça. Alors ça, par contre, je ne sais pas la fiabilité, je vous avoue que je ne m'en sers pas trop. Parce que ça, en tout cas, sachez que pour le bureau d'études, c'est précisé dans l'étude de sol. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouf. Voilà, là, on voit qu'il va entre... Il y a une pente de 11%. Alors ça, c'est que dalle, 11%. Là, il n'y a rien. Hein. Ça semble impressionnant là-dessus, mais ça va entre 150... Ouais, enfin, c'est vraiment que dalle. L'altitude entre 155 et 158. Il faut voir que... et encore 2,50 m, ça me semble énorme. Parce que 2,50 m, ça se ressent sur une parcelle comme ça. Hein. Ouais, mais en fait, non, parce que c'est 2,50 m, mais sur la longueur. Donc, c'est même pas des calculs. C'est vraiment technique quand tu arrives dans l'altimétrie. Mais la meilleure façon, en fait, ça reste toujours... non, je n'ai pas l'annonce là. Donc là, ce que tu leur as mis sur Word, c'est un peu une checklist au final. Ah bah, moi, c'est ce que je leur conseille de se servir. En fait, une fois que tu as coché tout ça, tu sais que tu peux faire ton calcul de rentabilité. Moi, limite, à votre place, je l'intégrerai dans le document, en fait.
Bon, bien sûr, il n'y a pas de photo à la seule annonce que je prends. Attends, celui-ci, il est bien en pente normalement. Hein. Cabas. Ouais, mais c'est le seul où il n'y a pas l'annonce. Mais c'était sûr, ça. J'allais en choisir le premier. Ouais, je suis fanat d'avoir le document vierge de ce que tu nous as fait pour les études techniques. Là. Ouais, je vous l'enverrai. Mais en fait, tu La as tout. validation technique. Attends, on va avoir un dossier que je connais bien. Tu la vois la parcelle là, Colin, là-dessus? Ouais, elle est en dessous. Elle est plus basse. Tu vois, tu remontes un peu ton serpentin, là où tu as ton point orange. Ouais. Et, C'est là, non? non, monte un peu, enfin descends, je veux dire, en fait. Tu vois le point orange, tu as ton point Ouais. orange, descends ton serpentin, en fait. D'accord. Et quand tu arrives au bout, là, où tu as un petit triangle blanc au bout de la route, bah c'est là. Tu vois la parcelle 2142. Voilà. Alors là, normalement, l'altimétrie, elle devrait être plus importante. Je ne sais pas si Laetitia elle a appelé d'ailleurs. Tu vois, là, tu es déjà à 20 mètres si tu prends leur calcul. Et là, Ok. c'est du vrai terrain en pente. Et encore, la pente, elle est assez douce quand même. Mais c'est pour ça que, ouais, on est sur du relativement plat. Après, pour en finir avec le PLU, parce que c'est quand même la base de votre travail. Ah, putain. Ah, voilà, là, c'est ce que je vous disais. Implantation des constructions les unes aux autres par rapport les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Là, par exemple, il faut faire la hauteur du bâtiment le plus élevé divisé par 2, sans être inférieur à 4 mètres. C'est-à-dire que comme on ne fait pas de division parcellaire sur les gros terrains, je sais qu'entre chaque maison, il faut qu'on soit, à 4 mètres une maison l'une de l'autre. Parce que vous ne faites pas du tout de division parcellaire. Comment tu fais pour vendre les maisons les On la unes fera divisées après par rapport aux pour autres à gagner du plusieurs temps, propriétaires? pour gagner du temps Ah oui, sur le d'accord. projet et tout, on le fera. On fait un seul permis et, et voilà. Parce Et qu'après, après, tu divises, ok. le fait qu'on fasse la division parcellaire après l'acte authentique et la validation du permis de construire, ça nous offre quelques flexibilités, comme le paragraphe que tu viens d'aborder là. Exactement. Et surtout, ça nous empêche d'avoir un refus à la division parcellaire. Ouais, mais disons que là, par exemple, si D'accord. on avait si on avait fait la division parcellaire avant, le paragraphe que tu viens d'aborder, il serait pas, on ne l'aurait pas subi parce que ça n'aurait pas été la même propriété, c'est ça. C'est ça. Ouais, Mais de toute mais on façon, aurait. si vous lisez, c'est les mêmes règles que ce qu'il y a avec les parcelles voisines. Donc, dans votre cas, ça ne change rien. Voilà, ouais. Okay. Ouais, mais Par il y a contre, des fois où ça change et il faut faire attention, justement. c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien le lire. Par contre, ce que je trouve pas, Colin, c'est où qu'ils disent à chaque fois, si tu es en limite de propriété, ça passe. Écoute, ça se trouve, il n'y est pas dans ce PLU-là. Mais oui, c'est vrai que des fois, en gros, il y a écrit que, sauf si on est en limite de propriété, la C'est règle ça. s'applique. Donc, en gros, il y a une phrase comme ça au tout début. Et en gros, ça veut dire que votre bâtiment, il faut absolument qu'il soit contre la limite de propriété. Sinon, il faut appliquer une règle de distance. Voilà. Donc En fait, ça, c'est la loi française, ça. Donc, la loi française dit que si tu es en limite de propriété, ça passe. Par Voilà, exemple, dans ce cas t'appliques pas les précis, autres lois. tu n'as pas le droit d'être à 1 mètre, tu n'as pas le droit d'être à 2 mètres, tu n'as pas le droit d'être à 3 mètres, mais tu peux être à 0 ou à 4. Ok. Okay. Donc, en fait, il y a des cas où ça sera intéressant de faire la division parcellaire avant et d'autres fois, ça sera après, en fonction du PLU, quoi.
Ça, il faudra que tu en tiennes compte pour ton crowdfunding parce que quand tu fais une division Ah oui. parcellaire, tu rajoutes 2 mois à l'étude de ton permis. En fait, c'est juste ça. En plus d'avoir une multiplicité de dossiers, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, ils ont 2 mois plus la disponibilité du géomètre qui va te faire ça. Ok, ouais. Ça marche. Mais vous, votre étude, la division parcellaire, c'est pas quelque chose, avec tout le respect que j'ai pour vous, qui vous concerne en fait. Là, je parle pour Julie et Xavier. Ne le prenez pas en compte, vous, dans votre étude de terrain, parce que vous avez déjà assez de choses à être attentif. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Nous, on s'en occupera derrière. Il n'y a pas de souci. Quand je vous dis ça ne vous concerne pas, c'est vraiment pas péjoratif. Hein. C'est juste que ça ne sert à rien de vous mettre le nombre dans le cerveau en plus. Quand déjà vous aurez vérifié l'emprise au sol, les limites de séparation, ce que vous avez le droit de faire ou pas faire et tout ça, enfin après, comment on va diviser le terrain, on s'en démerdera, quoi. Dans tous les cas, nous, quand on fait le plan de masse pour le permis de construire, c'est déjà prévu. Comme la Mais mise en après, lotissement, ce genre de choses. Après, pour savoir combien de maisons on peut faire sur un terrain, il faut bien qu'on voie à peu près ce qu'on peut faire, quoi. C'est ça. Si on veut Mais 300 mètres de jardin, 600, etc. c'est ça. Mais ça, par contre, tu n'as pas besoin de tenir compte de la limite de la division parcellaire. Tu dis, je veux une maison de 100 mètres carrés. Tu comptes 120 d'emprise au sol. Et si tu veux qu'il reste 400, tu sais qu'il te faut 600 mètres carrés pour que les gens ils aient une maison de 100 et 400 Yes. mètres carrés de jardin. Et voilà, ça, tu le prends en compte. Après, où vont aller les limites et comment on va les faire, nous, on s'en occupera. Et après, Colin, tu fais ça, toi, tu fais ça à la main. Enfin, comment tu fais pour savoir combien de maisons? Parce que moi, je fais tout à la main, je calcule à la main. Enfin, Ouais, bah je fais pareil, parce qu'on fait de la Ok. préétude, on fait pas un truc hyper précis. Donc en gros, quand on sait qu'on a un terrain à peu près rectangulaire, bah, je fais à peu près un rectangle qui fait notre surface, un truc cohérent, quoi. Puis après, je me dis, ok, bon, bah, si on met des maisons qui font 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, bah, comme Romain disait, peut-être avec un gabarit ou un truc, je fais un truc vite fait qui fait 100 mètres carrés. Puis je me dis, ok, donc ça fait à peu près ça. Et je les mets un peu comme je pense. Hein. Ça se trouve, c'est nul à chier, hein, mais, Ok, ça me rassure. mais en gros, ça me donne une idée, quoi. Et puis après, une fois que je me dis, bon, bah, ça passe, je dis, bon, bah voilà, on peut en faire 8, 10, 12. Puis après, faut se garder une marge, quoi. Faut se dire, bon, j'ai réussi à en mettre 10, je vais dire qu'on peut en mettre 9. Et puis comme ça, je sais que c'est bon. Et est-ce que ma renta fonctionne avec 9? Oui, bon, bah voilà, je dis que ça fait Ok. 9. Et puis quand on dessinera vraiment, quand il y aura la vraie étude, peut-être on se dira, ah, les terrains, ils font 800 mètres carrés chacun. Ah, on peut peut-être faire une maison de plus, du coup. Mais on verra ça plus tard. Ça marche. Ok. Content que C'est vraiment d'après-étude, ouais, comme vous le dites. c'est ça. Et vous, ce que vous calculez, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. Si vous pensez qu'on peut faire que 4 maisons et que c'est rentable, si nous, à l'étude, on dit qu'on peut en faire 5, ça reprend 5 minutes de recalculer la renta et vous me dites, bah, banco, on y va à 5 ou non, on reste à 4. Et dans ce cas-là, il y aura un peu plus de terrain. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est partir sur 6 et que moi, je vous dise, on peut en faire que 5. Dans ce sens-là, ça ira pas. Ça marche. Alors après, De toute façon, ouais, vu les coûts. Avec le terme préétude, Vas-y. je suis un peu fâché dans la mesure où ça va vraiment être une préétude bien approfondie avant que je signe une offre d'achat, parce que moi, ça va vraiment engager des frais et des complexités. C'est-à-dire que le premier morceau de ma levée de fonds, je le fais dès que je signe l'offre d'achat. Donc, il faut vraiment que ce soit déjà bien travaillé le truc. Et Thomas, est-ce que ça te semble cohérent qu'il téléphone à la mairie? Justement, et c'était le dernier point. En fait, il y a une solution de facilité que vous n'avez pas pensé, ou je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas. Mais le dernier point, c'est appeler la mairie ou le service de l'urbanisme. Tout simplement. On le fait. Enfin, Je, on le fait souvent. je veux acheter ce terrain-là. J'ai pour but de faire 4 maisons dessus. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Et si la femme que tu as au bout du fil n'est pas compétente, elle va te donner un numéro à qui appeler et elle va répondre à ta question très simplement. Attention, ça ne sera pas une validation légale parce qu'ils ne te feront jamais un mail ou quoi tant que tu n'as pas déposé. Mais par contre, ils ne vont pas te dire oui si c'est sûr que non.
Et s'ils disent non, s'ils se disent non avec hésitation, c'est-à-dire qu'ils disent ouais, le quartier, bon, il vaut mieux le préserver, est-ce qu'on prend en compte ou parce que si Ouais. le PLU, par exemple, dit le contraire? Oui, on le prend en compte. Le PLU, Ouais. il a pas de. Si, il a une valeur, mais ce que je veux dire, c'est que si il voit quelque chose qui est hors PLU, mais qui a une incidence sur le projet et qui du coup vraiment rend le projet impossible aux yeux de la mairie. Ils trouveront un Il truc. faut une vraie raison, hein, il faut une vraie raison. Mais Ouais, mais cette ce raison sera n'est pas toujours eux forcément qui écrite auront dans le le dernier PLU. mot. Ouais. Ouais, et c'est C'est eux ça. qui ont le dernier Ok, mot ça en marche. général. Et c'est pour ça que j'ai mis ce point-là en dernier, Ok. parce qu'il faut que vous ayez des Mhm. billes avant d'appeler la mairie. Ok. C'est-à-dire, moi, j'ai un cas là où je veux faire un R+1, un petit immeuble, mais un petit. Hein. On me dit non, ça ne va pas avec le paysage. Il y en a un juste en face qui a été construit l'année dernière. Donc, dans ce cas-là, l'argument, il ne tient pas. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Je lui dis. Et la dame, elle dit oui, effectivement, si ça reste dans le même cadre, on D'accord. peut étudier. Après, une construction, il faut savoir, pour la mairie, ça veut dire une taxe d'aménagement. Ça veut dire une taxe après chaque année. Ça veut dire plus de votants, plus de vie, plus de… attention, hein, la mairie est pénible parce qu'elle veut préserver et se couvrir, mais la mairie, ce n'est pas son intérêt de dire non à un projet. Hein. Il faut garder ça en tête quand même. Hein. Ce n'est pas eux contre nous. Hein. Même si moi, je suis un peu sanguin, je Ok. pars un peu comme ça dans mes relations avec les mairies. D'un point de vue tout à fait objectif, à part certaines mairies en Savoie de merde, où la mairesse est complètement concernée parce qu'elle habite sur place. Mais je veux dire, une taxe d'aménagement, vous avez fait vos calculs de rentabilité. Sur des projets comme ça Cher. va vite taper les 15-20 000 euros. 15-20 000 euros, ça peut être le projet. Ça, c'est pour des communes comme Mazan ou quoi, c'est le budget pépiniériste, paysagiste de l'année, quoi. Ils ne peuvent pas se Oui, donc permettre non plus effectivement, de ça leur paye cracher tout. Ouais. dessus Ouais. comme ça. Et après, il y aura la taxe foncière tous les ans que les propriétaires vont payer. Ouais, Et puis ça après, crée de il la y a population. la boulangerie du village qui va marcher. Il y a plus d'habitants, veut dire la possibilité d'amener plus de médecins. Enfin, la mairie n'a pas. Elle doit préserver son identité, elle doit préserver son aspect, mais par contre, elle ne doit pas tuer son village. Ok. Et ça, ils le prennent en compte quand même, notamment au niveau de la signature du maire, normalement. Ok. Ok. Faut vraiment, Colin, faut vraiment le vendre. peut-être que tu as quelques petits conseils vite fait à donner à Nico, à Xavier et à Julie. Je sais pas, par exemple, toi, quand tu abordes une pré-étude bien approfondie, est-ce que tu as des secrets, des tips à leur donner, je sais pas, une checklist particulière, un truc? Non, moi en gros, ma méthode, c'est comme vient de faire Thomas, hein, c'est vraiment, je vais juste chercher mes infos. Je regarde d'abord en gros Géoportail. Moi, c'est le premier truc que je vais voir parce que en gros, je veux voir un peu comment il est le terrain. C'est-à-dire, il est où, il y a quoi à côté. Avant de regarder le PLU, je fais ça. Comme ça, j'ai en tête, ok, mon terrain, il fait telle taille, il y a ça à côté. Ok, la route, elle prend, je sais pas, la route, elle passe sur le côté gauche ou sur le devant ou machin. En gros, j'ai en tête ce qu'est le terrain avant de regarder le PLU. Comme ça, dans le PLU, je sais, je vais sauter des trucs, quoi. Comme ça, je lis pas tout. Je vais sauter, je sais pas, tout ce qui concerne les routes. Je sais que si voilà, j'ai vu que j'avais pas de départemental à côté, bon, je m'en fous de ça. Hop. Voilà, en gros, moi, c'est juste ça. Voilà, je regarde Géoportail en premier, machin. Je regarde le PLU. Et puis en dernier, je regarde Street View pour savoir si ce que le PLU dit correspond à ce qu'il y a à côté, quoi. Et Et si tu as puis, un vrai doute, là, tu passes un coup de fil, mais c'est pas systématique. ouais. Puis, ouais. Puis passer des coups de fil, c'est bien, mais ouais, si ça peut être le dernier recours, c'est bien, parce que si tu commences à appeler les mairies, à harceler un peu les mairies, c'est pas, moi je suis pas très fan après ils savent qui t'es, machin, et tu peux plus demander la même chose après et derrière. Et puis Là, disons qu'à leur niveau, ils ne sauront pas, les mairies, qui c'est. oui,
Voilà, donc ça va. Mais ça, c'est que moi, si je commence à dire, bah, je suis possiblement le constructeur, je suis machin. Après, on va commencer à m'appeler moi et pour tout et n'importe quoi. Et puis aussi, après, il y a aussi des mairies où c'est différent, mais il y a des mairies chiantes et des mairies super sympas. Mais tant que tu n'as pas appelé, tu sais pas. Et il suffit de tomber sur une mairie chiante et là, c'est relou, quoi. Donc, je préfère essayer d'avoir toutes mes infos sans appeler les mairies. Et puis, s'il manque des infos, j'appelle. Selon vous, c'est quoi les 3-4 plus gros red flags, c'est-à-dire le drapeau rouge qui fait que le dossier, on passe au suivant, on ne pourra rien faire? Bah, l'emprise au sol, déjà. Si tu n'as pas ça, c'est mort. Tu peux faire comme tu veux. Par exemple, s'il y a une ligne haute tension, ça je sais que du coup là on évite. Zone inondable aussi, on évite. Non, zone inondable, si c'est constructible, ça sera juste les fondations qui seront à faire différemment. Mais Ah ouais? si c'est construit, la mairie se protège. Hein. Si c'est inondable, c'est pas constructible. De base. Attention, c'est des risques d'inondation. Comme nous, on a un client, Macaju, l'intitulé de son terrain, c'est risque de couler de lave. En Savoie, il n'y a pas de volcan, hein, donc c'est la boue. Mais je veux dire, ils vont vraiment imaginer le pire des scénarios. Eh bien, on a remonté la maison de 80 cm, c'est tout. Que la maison ne soit pas emportée et que le gars ne soit pas coulé dans la boue. Mais en fait, c'est juste, le but de la mairie, c'est vraiment se couvrir et que si demain ta maison, elle ne tienne pas, tu ne puisses pas te plaindre, tu étais au courant. Et le Après, prix nous, on va a les changer. techniques. Le prix va changer de la maison, forcément, non? Vu qu'il y a ça Non, sur parce le. qu'on travaille ensemble. Si tu viens me voir toi en tant que particulière pour ta maison, ouais. Là, on parle de dizaines de projets par mois avec une société partenaire, donc la société de Romain. Non, je ne vais pas surfacturer toutes les conneries. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le terrassement. Je sais que sur certains terrains, je peux me permettre de perdre de 3 000. On les rattrapera sur d'autres. Tout ça, c'est… si tu fais les gros dossiers, les 28 maisons qu'on va faire, je ne sais plus si c'est à Albi ou quoi, la station à 70 000, oui, je suis obligé de la prendre en compte. Parce que 70 000, ça peut gréver l'entreprise. Si je dois rajouter… en fait, il faut vraiment mettre ça au rapport sur la quantité, sur le nombre de maisons que moi, je fais par an, donc le nombre de matériaux que j'achète par an, par rapport à et ceux qui sont que pour Romain, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, on est dans le cadre d'un partenariat. Je ne m'amuse pas à compter chaque centime, chaque truc en plus et tout ça. Ok. Quand je ferai sa maison perso cet été, de toute façon. Ouais. Je note tout ce que je perds comme argent et je remettrai dans sa facture finale à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un élément qui fait que quand il y a cet élément dans le game, vous dites ah non, ce dossier on le clôture, on passe au suivant. Un truc vraiment qui devrait retenir. Pour te donner un exemple concret, c'est ton Alsacien, là, Lingolsheim. Ouais, Quand il y a eu 10 projets avant toi qui n'ont pas vu le jour, ça pue. ça pue la merde. Eh bien, là, il n'y a pas de station d'épuration, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a rien. 10 dossiers. Il y a un dossier, bon, allez, tu peux dire que le gars n'a pas eu son prêt ou quoi. 10 dossiers, des commencent à avoir des problèmes avec la mairie, l'ancien maire, le nouveau maire, tout ça. Pas terrible. Voilà. Nous, on a un dossier comme ça en Savoie qui traîne depuis plus d'1 an et demi. On y va parce qu'on s'est engagé auprès du vendeur du terrain à lui vendre son putain de terrain. Mais ça serait que moi, ça serait aux oubliettes depuis longtemps et allez tous vous faire foutre, ville de merde. Quoi. Ouais. Mais très clairement. Tu as l'air d'avoir du mal avec la Savoie, non? Là, c'est ce dossier-là, parce que là, on est en train d'en parler en même temps avec Colin. Ouais. On a l'accord de l'urbanisme, mais on a la mairesse parce qu'elle est voisine du terrain et qu'elle ne veut pas de voisins qui nous le refuse. Il y a le tribunal qui rentre en ligne de compte, il y a tout. C'est vraiment une tannée. Et ça, ce genre de dossier, je m'emmerde déjà depuis plus d'1 an. Et j'ai eu un autre cas comme ça aussi en Alsace où il y a eu des magouilles. Ça s'est réglé au tribunal. C'est déjà emmerdant au niveau d'une maison individuelle. Alors d'un immeuble ou d'un lotissement, tu sais que tu n'en verras jamais le bout. Elle trouvera 10 000 raisons de te dire non. Donc, voilà. Et puis, on n'est pas plus malin que les autres. Alors, on a un système que les autres ne font pas, mais on n'est pas plus malin qu'eux. Si on a 10 avant nous qui sont cassés les dents sur le projet, c'est que le projet ne doit pas se faire. Pour moi, une affaire qui traîne trop à se faire, c'est qu'elle ne devait pas se faire. Il y a plein d'affaires.
Si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Et En fait, perdez pas de temps, en fait. Comme tu vois, je vais rebondir sur Pertuis parce que ça me choque vraiment, surtout que Pertuis, c'est à 25 km de chez moi. Donc, je connais quand même et je suis né ici et j'ai grandi ici. Putain, moi, j'aimerais bien qu'il te montre dans ses actes de vente la fois où il a vendu une maison de 600 mètres carrés à Pertuis. Ouais. Et si lui, Ouais, il est faut prêt à voir tout de suite. s'engager à te la vendre une fois qu'elle est construite dans un délai raisonnable. Parce que moi, c'est ce que je fais en fait quand je vous donne l'autorisation de construire. Je m'engage à la vendre rapidement sur plan. Et 600 mètres carrés, alors je vais étudier un peu plus la partie VFA quand j'aurai toute la partie rentabilité, je vais l'étudier. Je ne te jette pas la pierre, c'est que ça m'a Oui, vraiment je sauté aux comprends. yeux. Mais 600 mètres carrés, je ne sais pas si tu te rends compte que tu habites Ah, c'est monstrueux. toi, tu habites dans combien de mètres carrés 75. et vous êtes combien? 2. T'imagines 10 fois ça quasiment. Ouais, oui, non, c'est monstrueux. Hein. Bah, après, Xav, De toute peut-être façon, le qu'à but. 300 mètres carrés, c'est rentable. Ben, Peut-être. Aujourd'hui, sur la construction je neuve, ne sur suis le pas persuadé, particulier, la justement. moyenne, c'est en dessous de 100 mètres carrés. Par Ah ouais. rapport à la conjoncture, Ok. par rapport à la taille des terrains disponibles. Là, je parle pour le particulier. Donc, attention, il y a de tout. Donc, 100, 120 mètres. Allez, jusqu'à 150. Moi, la plus grande maison que j'ai vendue au particulier, c'est 180 mètres carrés. La plus petite, c'est 60. Donc, tu fais entre les deux, 120, t'es bien. 600, j'ai la plus grosse demande que j'ai eue, et c'est jamais allé Ouais, au ça bout, fait. c'était à 280 mètres carrés. Et c'est pas allé au bout parce que le gars, c'était un clown, il n'avait pas de financement, rien. Mais vendre aujourd'hui 600 mètres carrés, je vais me pencher dessus quand même parce que ça m'intrigue. Mais à moins un gars qui arrive et qui dit je veux faire 10 studios de 60 mètres carrés dedans, enfin 10 appartements de 60 mètres carrés dedans, et dans ce cas-là, est-ce que nous, on n'a pas directement intérêt à le faire comme 10 appartements, même si on peut faire un plein pied de 600 mètres carrés, on fait 10 appartements de 60 mètres carrés, ça me va. Et vous, dans votre calcul de renta, ça ne coûte pas plus cher. Putain, cet agent immobilier, il faudra que je le rencontre parce que ou on n'habite pas sur le même département, ou alors il a des facilités que je n'ai pas. Ouais, parce elle me disait, en fait, 600 mètres carrés, c'est Quel vraiment une réseau seule déjà? maison. Hein. C'est une maison, elle me disait, il y a de la demande même pour de la. Je vais te dire ça. Je pense. Attends. Elle me disait qu'il y a de la Attends, me le demande dis pour de pas la tout de maison suite. secondaire dans les plus de 1 million là-dessus. Je vais l'écrire Ouais. sur Word là. Tu vas trouver. Je l'écris sur Word. Vas-y, je vais Tu voir. penses à un réseau. Ouais, Tu vas-y. penses à une agence ou à un réseau style Dis-moi. IAD ou ce genre de. Ouais, moi je pense que c'est de l'IAD pour dire des Expuricard conneries comme ça. immobilier. Ah non, bah, tu vois, je Non, me suis trompé. Non, non, il y a des, ils justement. sont bien en général. Tu fais partie d'IAD? Oh, ça dépend. Non, mais ils sont. Enfin, je trouve qu'il y a des, ils ont toutes les infos sur le terrain à chaque fois. Et les autres, on dirait qu'on ne sait pas où ils campent. Après, attention, ce que je vais dire là n'engage que moi et reflète mon expérience personnelle. Mais IAD, c'est vraiment un réseau de mange-merde. Mais de toute façon, tous les réseaux, et ma femme fait partie d'un, tous les réseaux immobiliers sont basés sur le MLM. Et en fait, tu ne peux pas travailler dans l'immobilier sur le MLM. Et pourtant, attention, je ne crache pas dans la soupe parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous permet de financer nos projets. Mais je veux dire, chez IAD, on passe plus de temps à recruter des gens qu'à faire l'immobilier. Et encore une fois, je mets un bémol parce que ça représente 60% du réseau. Donc, c'est possible que toi, tu aies eu de la chance et que tu sois tombé sur les 40. Moi, j'ai été intermédiaire dans l'achat de la maison personnelle de mon patron. On part au procès. J'ai embauché dans ma société une agent IAD. Elle a fait 15 jours. Moi, j'ai pas eu des bonnes. Et pourtant, il y en a un qui est très, très bon dans ma région avec qui je travaille régulièrement. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ne fais pas de généralité. Mais sur 3 cas où j'étais confronté, 2 sont partis en couille, quoi. Et pourtant, il y en a une, c'est une amie. Elle vient manger le week-end avec ses enfants. Elle garde mes gosses quand je suis pris. Je garde les siens quand je suis pris. Elle vient de se séparer. Je l'ai aidé à déménager. Enfin, c'est une amie. Non, Mais mais par contre, je ne Xav, travaillerai plus avec elle. c'est de la gentille taquinerie, comme si l'armée de l'air taquinait l'armée de terre, et voilà, c'est mignon. Ouais. Mais oui, oui. Mais je les connais, les IAD, parce que le problème, c'est que IAD, tout ce qui est. Sauf qu'en l'occurrence, IAD, c'est l'armée Comment de, il c'est s'appelle? Il y l'armée en de a plein terre, d'autres des là. réseaux. Et les vrais militaires, l'armée de l'air, c'est les autres agences. Non, voilà, justement. IAD, c'est les Non, mais ça, troufions qui vont. Non, en fait, moi, ce qui me gêne chez IAD, c'est qu'on t'apprend d'abord à faire rentrer des gens sous toi.
Ouais. Et on t'apprend après à faire de l'immobilier. Alors, IAD, c'est très bien pour des gens qui ont de la bouteille et qui se reconvertissent, qui en ont marre d'aller pointer le matin à 9 h à l'agence, Ouais, faire c'est de la ça. présence, tout ça. Ça, c'est très, très bien. Et moi, le gars à Avignon qui cartonne, c'est celui-là. Mais malheureusement, à côté de ça, ils vont recruter 45 bonhommes qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. On leur a dit, viens, tu vas être riche dans l'immobilier, sans leur dire que ça représentait des heures à marcher dans la rue, à distribuer des tracts, à pousser des portes et tout ça. Ouais. Et ces gens-là, ils sont désabusés et ils vont vendre le terrain de leur cousin ou de leur oncle et ils vont rien connaître au métier et ils vont te faire de la merde. En fait, c'est ça le vrai problème. Alors, Bah, toi, Albi, c'est IAD. oui. Albi. Du coup, Mais je me Mais posais une super. question vite fait, moi, Oui. pour les résidences. Est-ce qu'on doit prévoir, chiffrer du matériel, genre type barrière automatique, des trucs comme ça, des trucs de résidence un peu, tu vois? Les ascenseurs, un ascenseur, c'est 25 000 euros. Et ça, tu vois, on est obligé d'en mettre tout le temps des ascenseurs, c'est à partir Non, de tant d'étages? c'est toi qui vois. Moi, je sais que je ne vais pas au premier étage sans ascenseur, mais je suis un feignant. Après, Ok. chacun voit midi à sa porte. Alors, du coup, C'est... j'aimerais bien me noter, ou au pire, Xavier et Julie, notez-les-vous les Je vais vous options, faire une fiche pour tout ce ouais, qui est des options qu'on peut établissement ajouter sur collectif. le chiffrage piscine, trucs Par comme ça. contre, il y a un Ah truc oui. qui peut être hyper vendeur, c'est une chaufferie centrale, par exemple. C'est-à-dire. Je fais 10 appartes. Au lieu de faire 10 radiateurs électriques qui vont coûter une blinde et que ça va rentrer, je fais une chaufferie centrale qui va rentrer dans les charges de l'immeuble, qu'on va chiffrer. Et après, chacun a ses radiateurs chez lui et met son thermostat. Et au moins, c'est dans les charges de copropriété. Ce n'est pas une facture EDF en plus. Et ça peut D'accord. être un argument de vente. Ça se chiffre au démarrage, mais ça peut être un argument de vente. En comptant C'est que co- c'est- Maurice, ça a été son métier pendant plus de 10 ans, donc on Comme a moi, vu il y a super tard. une piste que j'aimerais bien creuser aussi avec Maurice, parce qu'il a un pote à lui qui fait du photovoltaïque, ça serait d'équiper peut-être les maisons de panneaux solaires pour les lotissements dans le sud. Ça, on va y venir. De toute façon, ça va être obligatoire. Ça va faire partie de la RE 2020. Ah ouais? Ah bah d'accord, ok, parce que tu vois, En fait, les maisons vont devoir être autonomes et produire en plus. Ah Ça bah va oui, être ça la D'accord. différence entre la RT 2012 et la RT 2020. elle entre en Enfin, ça vigueur. s'appellera RE. On est en France, donc pas avant 22-23, je pense. Bon, on va prendre de l'avance. Quand tu vois Et qu'on est en après, par 2020 et que c'est exemple, toujours les la amis, 12, quand vous avez un bâtiment résidentiel, moi, ce que j'aime bien faire au rez-de-chaussée, c'est des rez-de-jardin. Ça, c'est vraiment bien pour la commercialisation. Eh bien, ça ne compte pas dans les limites séparatives. Par exemple, si vous avez des limites de retrait de, je dis une bêtise, 5 mètres par rapport à la bordure de la parcelle, c'est le bâtiment construit, c'est le bâti qui compte, pas le rez-de-jardin, pas la parcelle. même si on terrasse. Même sur une terrasse. Ok. Même si on terrasse. C'est-à-dire que tu as ta limite de parcelle, tu as ton immeuble, il y a 4 mètres, tu peux faire 4 mètres de terrasse sans souci. Après, les immeubles, du coup, enfin, moi, ça m'a l'air hyper compliqué, perso. On met de côté, Romain, de toute façon, pour le Les début. immeubles, c'est des grandes maisons. Hein. Ouais, mais Il faut Il n'y a rien savoir de la compliqué. répartition, ouais. la En répartition fait, des il y a logements juste, à il y l'intérieur. a juste alors ça, vous emmerdez même pas avec ça. Là, il y a juste un chiffre à prendre en compte pour l'immeuble, c'est que j'ai 10% pour les communs. Ok. C'est-à-dire que si je veux 300 mètres habitables, il me faut 330 mètres d'immeuble. C'est le seul truc que vous avez pris en compte. Vraiment. Non, non, sinon, moi, Julie, franchement, je suis chaud pour les immeubles, hein. C'est juste que là, aujourd'hui, moi, je préfère de faire des choses simples, comme on se lance, tu vois, et en vitesse de croisière, fait des trucs plus compliqués. Mais si vous avez de l'immeuble, on le prend, on le finance, on le lance. Voilà, En fait, le plus rentable pour vous et le moins casse-tête, ça va être les petits immeubles qui sont à la mode maintenant, des R1 ou R2 avec un toit plat, où dedans, il y a 5-6 appartements, même des petits. Là, par exemple, tu habites dans un 75 mètres carrés, tu en mets 5 dans un immeuble, tu es à 350 à 375, il faut 400 mètres, tu le fais en R1, il te faut 200 mètres au sol, donc tu n'as pas besoin d'un très grand terrain. Ouais. Tu mets un parking, on met 5 appartements, 2 en haut, 2 en bas, 3 en haut, par exemple, ou l'inverse, peu importe, mais ça, c'est le bureau d'études qui se fera chier, c'est pas toi. Et tu mets 10 places de parking de chacun, ça ne prend pas un gros emplacement. On le couvre. Après, on étudie si vous voulez pour mettre du photovoltaïque dessus ou pas. Ouais. Et tu as un truc hyper rentable et hyper pas compliqué. Ok. Vraiment. Hein. Je ne te parle pas d'un immeuble et des étages et tout, on n'en est pas là. Oui. Mais Non, mais en R+1, ouais, c'est bien. entre les deux,
honnêtement, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Et au niveau des places de parking, Les balcons, tu les chiffres comment, en fait? Ah oui, les balcons. Tu fais de la terrasse dans Tu le chiffres chiffrage. comme de la terrasse, quoi. Ouais. Ok. Par exemple, le projet d'immeuble que tu m'as vendu, Romain, il est top parce qu'ils ont tous 20 mètres carrés de terrasse. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en structure métallique, ce qui est possible de faire. Un balcon de 20 mètres carrés en traditionnel, tu rajoutes un billet de 15-20 000 pour que ça tienne, parce qu'il faut que ça soit vachement renforcé. Là, en structure métallique, ça passe dans le budget tranquille. Et 20 mètres Ok. carrés, tu as un vrai balcon. Enfin, c'est même Ah plus oui, un c'est balcon, bien, c'est ouais. une terrasse. Ouais. 20 mètres carrés, tu mets une table, tu bouffes à 6-7 dessus. Enfin, t'es Mhm. bien. Même en immeuble, tu as un extérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est recherché. Les gens sont traumatisés par Le Covid, le le confinement. confinement. Covid. Et c'est Et pour ça donc, qu'aujourd'hui, on fait il même faut que des ça 60 mètres suive, carrés. 60 mètres carrés, l'année dernière, on ne faisait pas. dans leur chiffrage, comment ils font pour calculer le balcon? Ils prennent toute la largeur de l'appartement et ils font quoi? 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m de large? Tu fais en gros, non, tu t'emmerdes pas. Là, c'est pareil. C'est du partenariat. Tu dis, je veux une terrasse de 20 mètres carrés là, dans le cas des 5 x 75, allez, je mets 100 mètres carrés de terrasse, je veux 20 mètres carrés par. S'il y a 18, bah, tant pis, vous aurez payé un peu plus cher et vous les rattraperez sur la prochaine fois. S'il y a 22, je ne vais pas vous facturer les 2 mètres carrés de plus. Après, ça, de toute façon, dans tous les cas, tu as beau le chiffrer, le bureau d'études, il fera comme il pourra en fonction du terrain et en fonction des dessins qu'il aura fait. Et tu n'arriveras jamais à tomber juste sur, à moins d'avoir toi-même un logiciel d'architecture. Donc, tu te dis, je veux 20 mètres carrés. On part sur 20 mètres carrés. Dans le descriptif, tu mets 5 appartements de 75 mètres carrés avec 2 places de parking et 20 mètres carrés de terrasse. Et voilà, on reste là-dessus. Ok. Et Xav, tu avais des questions super intéressantes par rapport au parking. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, par rapport au parking sur un immeuble comme ça, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche du parking souterrain et du coup on n'a pas besoin de s'occuper de la parcelle, ou est-ce qu'on cherche du parking aérien avec, comme tu disais, couvert? Et dans ces cas-là, il faut le rajouter au niveau de la parcelle, trouver des parcelles un poil plus grandes. De préférence aérien, ça coûte moins cher, mais des fois, parfois, on n'aura pas le choix par rapport à l'espace. Et en comptant qu'il faut savoir que les mairies imposent maintenant des places de parking extérieures. Ouais. Oui, Donc, tu ne fais ouais. d'une pierre deux coups. Tu économises. Ok. Parce qu'un souterrain, tu le payes comme un garage et pas comme un parking. Et D'accord. surtout, ça fait du terrassement en plus. Parce qu'il Ok. faut le creuser le truc. Mm. Dans tous les cas, ça ne coûte pas très cher. Dans tous les cas, on fait un vide sanitaire de 80 cm. Donc, ça rajoute juste 1 mètre, 1,50 m de creuser en plus. C'est pas ça qui coûte. Mais ça veut dire accès, ça veut dire porte automatique, ça veut dire entretien, ça veut dire charge de copropriété. Là, dans le cadre du partenariat avec Roma, on a dit qu'on voulait couvrir gratuitement. Donc, tu as du parking couvert quand même. Il n'y a pas tous les oiseaux qui vont chier sur ta caisse. S'il pleut, tu es à l'abri. Il va y avoir tout ce genre de choses. Après, on peut se faire plaisir sur chaque dessin. Je dis n'importe quoi sur ta parcelle, tu as l'immeuble là, tu as le parking là. Moi, ça ne m'ennuie pas de vous couvrir de la même façon qu'on a couvert le parking, un passage jusqu'à l'entrée de la résidence. Et ça fait un truc sympa s'il pleut, on fait un truc un peu design ou quoi. Ça, ce n'est pas des choses très compliquées et qui coûtent cher. La preuve, je ne vous les facture même pas. Mais moi, et en comptant que la mairie va imposer, selon les villes, 1 à 2 places de parking par résidence. Ouais. Donc là, tu fais d'une pierre deux coups. Tu enlèves le coût du garage et voilà. À la limite, il vaut mieux faire des caves. Tu le comptes comme un garage. Tu fais une partie un peu plus petite parce qu'une cave de 10 mètres carrés, déjà, ça fait une belle cave. Dans le cas des appartements, tu rajoutes 70 mètres de garage, mais ça sera des caves. Il n'y a pas besoin de porte automatique, c'est un escalier. Une porte de cave, ce n'est pas ce qui coûte et chacun se démerdera avec la sienne. Ça fait un rangement en plus que si tu fais un box de 16 mètres carrés, le gars qui met sa bagnole, il ne mettra rien dedans. Hein. Oui. Dans une cave de 10 mètres carrés que dans un box de 16, avec sa voiture en tout cas. Donc voilà. En fait, il faut vraiment que vous vous représentiez comme des acheteurs potentiels des maisons que vous allez faire. Dans votre cas, c'est ça le plus dur. Nous, si vous voulez, à notre niveau, moi, mes équipes commerciales où elles travaillent, elles ont un gars en face qui leur dit « je veux ça comme maison ». Vous, il faut imaginer ce qui va se vendre le mieux. Et ça, à part que soit vous connaissez la ville, soit vous regardez grâce à Street View, grâce à Meilleur Agent, ce genre de choses. De toute façon, dans le Word que je vous ai mis, il y a tous les raccourcis sur les sites que vous avez besoin pour faire votre étude. Ok.
Et du coup, Est-ce ouais, tu t'as dit que que... tu allais faire une liste. Désolé, Julie. Vas-y, Tu as dit que t'écoutes. tu allais faire une liste au niveau des, Des équipements. ouais, au niveau des équipements. Ça serait génial, là. Comme ça, au moins, on a une liste à côté. On peut chiffrer dès qu'il y a du plus. Et comme disait Romain, une piscine, un aménagement paysager, vous le prenez en compte ou pas? Non, mais on peut le Pas faire. forcément, ouais. Ça marche. C'est des trucs comme ça, piscine, aménagement paysager, éventuellement. Après, c'est vraiment sur des projets comme Pertuis, par exemple, où effectivement, alors pas Pertuis du coup, mais si on se retrouve dans Si, une. mais attends, si une maison de 600 mètres carrés et 10 apparts de 60 mètres carrés, pour toi, c'est la même chose. C'est juste la façon dont tu vends le projet qui n'est pas la même, hein. Ouais, Mais je te dis, dis-lui, l'agent, est-ce qu'il prend le mandat et est-ce qu'il s'engage à vendre sous 3 mois une maison de 600 mètres carrés? Mais ok. qui s'engage Ouais. vraiment par écrit. Oui. Parce que je viens de refaire le calcul par curiosité sur 300 mètres carrés, on est à moins 24%, donc ça va être un peu compliqué. C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, non. Mais par contre, tu peux faire 300 mètres carrés x2. Bah, si. R Ouais. plus 1. Ouais, oui, bah, c'est ce que j'étais parti pour faire. Normalement, c'était une maison de 600 mètres carrés en R+1, donc 300 mètres et 300 mètres. Mais c'était Voilà. une vraie maison, quoi. C'était une seule maison. C'était pas plusieurs apparts. D'accord. Mais voilà, c'est ce que je te dis après chaque étude. Mais par contre, ce qui a de la rentabilité sur le papier et la réalité du terrain et une villa de 600 mètres carrés, bah, attends, il suffit de faire un truc tout con, hein. Je suis même pas J'ai sûr que regardé c'est sur le ça. bon coin. Tu as regardé Il y en a plus de pas. 500 mètres carrés sur le bon coin? Il y en a pas. Voilà. Non, mais c'est des fois, Hmm, il faut pas. L'agent immobilier il veut vendre son terrain, hein. C'est le hmm. jeu, hein. Comme moi, quand je vends des maisons à des particuliers, je maximise les points et je minimise les points pas bien. Mais Ouais. le fait est que 600 mètres carrés, enfin putain, je suis en train de réfléchir si je suis déjà rentré moi-même dans une maison qui faisait 600 mètres carrés. Je te parle même pas de l'acheter ou de la vendre. Là, c'est un Mais, manoir. Ça, bah, c'est un hmm. gros manoir, ouais. Après, ouais, c'est les Euh, grosses maisons d'architectes, les énormes villas d'architectes qui Non, sont. mais même ça, tu tapes dans les 250-300 mètres carrés. Ça, c'est des Ah ouais? choses que Vraiment. tu retrouves genre à Nice. Et encore, Ouais. et encore. Je suis vraiment pas sûr que tu en retrouves tant que ça des 600 mètres carrés de villa. Mm. Honnêtement, hein. Il y a des immeubles qui font moins de 600 mètres carrés. Ah oui, non, c'est énorme. T'es marchand de biens aussi, Tom, ou pas? Ah, on le fait, ouais. Tu suis pas du tout Caroline Artaud sur Facebook ou sur. Parce que lui, il en a une comme ça, justement, et je crois qu'elle fait 600 mètres carrés. En fait, moi, sur Facebook, j'ai arrêté depuis que les gens gagnent plus d'argent en vendant leur formation Oui, qu'en faisant leur ça, métier d'agent immobilier, en fait. ça c'est encore autre chose. C'est ce qui me gêne un peu. Si j'en ai vu des gens, il y avait les Hanouna, là, tout ça. C'était des gens qui, je pense, avaient vraiment de l'or entre les mains au début. Et ils passent Mm. tellement de temps à faire les peintres sur les réseaux sociaux maintenant que ça m'étonnerait qu'ils aient autant d'affaires que ça aujourd'hui. Ouais. T'as qu'à voir la gueule de mon site internet. Moi, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'un site internet. Donc, je te parle même pas de faire le guignol devant un écran à 8 heures le soir devant une grande affluence. Mais après, attention, Yes. hein, ils sont plus riches que moi, hein, je leur jette pas la pierre, hein. Bon, Ils ont après. bifurqué, ils ont adapté leur business. Mais ouais, je suis en train de regarder, parce que moi, je connaissais Mamadou Niang à l'OM. Sa villa, Mm. elle faisait 480 mètres carrés. Oh, putain. Et déjà, c'était des 12 chambres, Ouais, des ouais, 6 salles de bain, ce genre de choses. Et c'était ok. Mamadou Niang, ça veut dire c'est un Sénégalais riche. Il avait tous les cousins de passage et tout pour des Mm. mois. Enfin, voilà. Et c'était 450 mètres carrés à Marseille. Ok. Voilà. Et c'était un footballeur. Le gars, il gagnait. J'avais de la chance. Mon cousin, il était manutentionnaire pour l'OM, donc il le connaissait bien. J'ai fait une ou deux fêtes chez lui. Voilà, c'est vraiment des cas Ouais, exceptionnels. c'est Et déjà, 450 mètres carrés la baraque. T'arrives énorme, ouais. devant, tu dis ouais, ça va quoi. Le gars il est bien là, Ouais. Mm. vraiment bien. Ok, Et ça après il marche. faut le vendre. Et puis il faut prendre la conjoncture économique du moment. Mm. Moi quand je me suis lancé en janvier l'année dernière, j'avais pas de demande pour des maisons de 60-70 mètres carrés. Aujourd'hui entre le confinement, le chômage Ouais. technique, la crise, j'ai des demandes pour des maisons de 60 mètres carrés. Ouais. Et ce qui se revoit dans la construction se verra forcément dans la vente des biens. 100 Ok. mètres carrés, je pense que c'est le bon deal. C'est une bonne moyenne, à 20% près, hein. Ouais. C'est-à-dire que pour rentabiliser un projet, vous pouvez descendre jusqu'à 80 et monter jusqu'à 120. Et je pense que c'est vraiment la base sur laquelle vous devez vous concentrer pour vos études.
Même Ok. 80, attention, 80 mètres carrés, aujourd'hui, c'est pas rédhibitoire. Dans 80 mètres carrés, on fait rentrer un T4. Mm. D'accord? Donc, ça veut dire 3 chambres. Donc, ça veut dire un couple avec 2 enfants. Et il y a un marché là-dessus. Parce que oui, tu peux te dire, putain, je préfère avoir 20 mètres carrés de plus. Mais le problème, c'est qu'entre ce que tu veux et ce que tu peux, il y a une marge. Ouais. Et des maisons de 80 mètres carrés avec 3 chambres, ça se vend très, très bien. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, ou est-ce Oui. que vous vous sentez d'analyser vos premiers projets avec sur la conversation WhatsApp, il y a Thomas, il y a Colin. Euh, Analysez, faites votre étude technique, tout ça. Même si ça prend beaucoup de temps, il n'y a aucun problème. Au début, ça va prendre du temps, ça en prendra de moins en moins. Et si vous avez des incertitudes, même la plus petite, les 3-4 premières semaines, là, eh bien, vous posez la question systématiquement sur la conversation WhatsApp, même si on perd du temps. Il vaut mieux perdre un peu de temps que s'engager sur des projets où il y a des erreurs techniques, c'est important. De toute En comptant, façon, ça, c'est Romain qui dirige. Mais il faut savoir que toute erreur, de toute façon, c'est problématique dans votre cas pour la levée de fonds. Mais par contre, ça n'engagera pas des frais autres que la levée de fonds parce que on mettra une clause dans l'offre d'achat et dans le compromis soumis au permis de construire. Oui, oui, toujours. Et que dans le compromis, on fait une description du projet. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on veut construire 4 baraques sur cette parcelle, par exemple, pour le cas de Visan. Et on ne pourra pas se prendre dans les dents, mais vous faites une maison et vous aurez votre permis. Parce qu'on a déjà mis 4 maisons. ok. 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 Donc, De on toute est façon, relativement couvert. au début, si on a des difficultés, on vous demandera sur WhatsApp et Pas de souci. on s'engage à être le plus précis possible. Vous n'allez pas devoir chercher le PLU, tout ça, on vous dira exactement. Ça En sera fait, précis. l'idéal, c'est de remplir la fiche Word que je vous ai mis, de coller Ouais. le lien du PLU et de mettre toutes les infos que vous avez. Et nous, ça sera plus facile que de mettre les annonces, les cadastres et tout comme vous faites. Nous, Ouais. vraiment, avec cette fiche, là, les 10 annonces, parce qu'en fait, je me suis perdu, je vous l'avoue, cette semaine, j'avais Ben beaucoup ouais, de choses tu à m'étonnes. régler. Mais là, il y a eu des trucs rajoutés à droite, à gauche et tout, c'était une tannée. Mm. Là, on a juste ce document Word, enregistré en PDF ou en Word, peu importe, envoyé dessus. Et là, la validation, pour nous, elle nous prend 10 minutes, un quart d'heure. Et vraiment, et au moins, c'est concret. On peut cocher ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et voilà, tandis que là, l'annonce, tout ça. Dans le Word, vous mettez le texte, le lien de l'annonce ou le texte. Vous mettez ci, vous mettez là. Et nous, on a ce document Word. Entre deux rendez-vous, entre deux trucs, on vous le valide, mais en 10 minutes, un quart d'heure. Yes. C'est-à-dire que Maintenant, nous, vous on avez fait la les outils. pré-étude technique et ensuite, vous, on vous le donne pour que vous le validiez pour C'est qu'ensuite ça. ça parte à la com, c'est ça? Ok. Exactement. D'accord. Et vous n'hésitez pas à faire les calculs sur Géoportail, tout ça. Au Mm. début, vous allez un peu galérer à prendre en main, mais c'est relativement simple quand même. Et tous les agents immobiliers, il y a des autres, se servent de ça normalement. Ok. Et vous pouvez avoir des vraies surprises sur les terrains. Moi, j'ai un gars qui me vendait 7000 mètres carrés, il n'y avait pas 4000 là. Ouais. Et ce gars-là, il a mis une tonne de temps à me soumettre les plans. Comme par Déjà, au hasard. niveau cadastre, on le voit. Après, C'est ça dépend si c'est issu d'une division parcellaire et que c'est pas encore à jour sur le cadastre, oui, on le voit pas. Mais sinon, au niveau du cadastre, on voit déjà les différentes parcelles. C'est ça. Mais je veux Et dire, dans après, la du tête coup- des gens, c'est toujours plus grand. Et du coup, pour les dossiers qu'on a envoyés précédemment, tu veux qu'on les reprenne? Est-ce qu'il y en a qu'il faut qu'on reprenne ou c'est déjà fait? Moi, pour l'instant, il n'y a que Magalas que je ne valide pas parce Ok. qu'il n'est pas cohérent et pertuis la finalité du projet. Sinon, Et le reste, vous pouvez les lancer. plans que tu as validés. Sinon, tout le reste, il faut passer dessus, c'est ça. Sinon, tout le reste, non, tout le reste, vous pouvez y aller. Ouais, ouais, J'ai pas fait d'études. Vous pouvez commencer le chiffrage et tout et soumettre les fiches à Romain et on fera une dernière, on revalidera quand même parce que j'ai fait ça rapidement. Mais par contre, en histoire de voirie, 5 mètres, ça suffit. Ouais. Ouais. Bah oui, oui. Cool, T'imagines 10 tant mètres mieux. de largeur, ce que ça fait Ouais, mais je savais pas, donc... Non, mais tu as raison. Attends, il n'y a pas de question bête. Mais ouais, 5 mètres, déjà 5 mètres, c'est énorme. Ça, Romain, il faut le lancer. Villefranche de Rouergue, je pense. Ça me parle, ça. En Il y a fait, je 17 te dis, maisons. moi, il y a Magalas où le terrain est trop petit par rapport à la commune, par rapport à tout pour en faire un projet.
Et il y a Pertuis, cette histoire de une maison de 600 mètres carrés. Donc, à revoir, le terrain lui-même est viable. Il y a des possibilités sans moi. Il y a juste la finalité du projet. Sinon, tout le reste, c'est cohérent et on peut y aller, on peut tenter. Et, Donc, tous les projets qu'on t'a soumis, on n'a pas besoin de Ah. refaire l'étude technique alors. Moi, je vous conseille de le faire. Maintenant que vous Oui, savez si, que on je le fait vous ai quand même. validé pour, Ouais. pour l'entraînement et pour Au moins avoir ces pour fiches, en s'entraîner, fait. Et ces Ok. fiches-là, moi, je vous conseille. Alors, je sais qu'il y a le dossier qui est partagé pour tout le monde et il est très bien, hein, mais ça Oui, n'empêche on a un pas. dossier aussi perso Moi, à je suis en côté. train de faire une levée de fonds. On a un tableau partagé avec Romain, mais j'ai mes notes perso. D'un côté les factures, d'un côté les dossiers où ça en est et tout. L'un n'empêche pas l'autre. Je sais que ça peut paraître de faire deux fois le travail, mais déjà c'est juste de la reprise d'infos, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et on parle de centaines de milliers d'euros quand même. oui, faire gaffe. Hein. Ça... Et cette feuille-là, vous l'avez vous pour vos archives de toute façon. Mm. Si demain, j'ai n'importe quoi, Magalas, on dit c'est mort, ils sont en train de refaire un PLU. L'agent IMO, Oui. il garde les contacts des gens qui sont intéressés par les terrains. Mm. Si ça se trouve, en septembre, ils te rappellent, ils disent bah, écoute, gros, cet été, ils ont fait passer un PLU, ils sont moins contraignants sur les surfaces individuelles de terrain. Tu peux re-regarde le dossier, ça vaut le coup. Bah, tu l'as, tu n'as pas tout à te retaper. Quoi. Oui, après, ouais, j'ai un dossier poubelle pour tout ce qui est pas viable. Donc, utilisez bien Ok. le fichier Excel, vous savez, de communication, là, le fichier Excel études techniques. Tout est centralisé dessus. Au pire, si Tom ou Intel a besoin d'un fichier Word ou si quelqu'un a besoin d'autre chose, on fera des liens hypertextes. Genre, tu passes la souris dessus et paf, ça s'affiche. On demandera à Erwan qui nous mette ça en place. Ok. Et puis moi, dès que vous avez bien fait l'étude technique d'un truc, on se met en Zoom. Je pense que tous les jours, on fera un point par Zoom avec ceux qui sont dispo et je validerai les dossiers que je soumettrai à Thomas et Maurice pour la commercialisation. Et puis après, je ferai des offres d'achat. Parfait. En fait, le document Word, ça vous permet vraiment d'avoir toutes les infos pour faire après l'étude B2B, l'Excel en fait. Vous aurez vraiment tout sur une seule page. Vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour faire et vous êtes serein parce que vous avez fait les validations une par une, vous êtes checké. Ok. Donc du coup, ouais, on va devoir faire dans l'autre sens en fait maintenant, Romain. Parce que jusqu'à maintenant, on faisait l'Excel et ensuite on attendait l'étude technique comme on n'était pas capable de la faire pour l'instant. Maintenant, on va faire l'étude technique d'abord et en fonction de ça, en fait, on va direct Tu affiner vas notre moins perdre de temps en filtrage. faisant ça en fait. Ouais. Ouais, oui, c'est clair. Tous les Aujourd'hui, en fait, Xav, maintenant, tu t'organises comme tu en as envie, comme Ouais. comme tu te sens bien. Le but, c'est d'être efficient, de t'économiser de ta ressource temps pour produire des études et des Yes. rendements. Tu vois, voilà. Parce qu'en fait, ça Tu sert vas à être rien en de se sevi vendre du d'études. rêve en disant je vais faire 10 maisons, ça va être rentable de ouf. Si j'ai la place que pour 4, il vaut mieux dire j'ai la place de 4, maximum 4 de 120 mètres carrés. Je fais l'étude à 120, si ça passe pas, je la fais à 100, si ça passe pas, je la fais à 80. C'est juste un chiffre qui change dans un tableau, tandis que se faire chier à faire tout le tableau pour après au final te dire merde, je suis parti sur n'importe quoi. Ouais, ça marche. Ok, parfait. En comptant quand même qu'on va dans la validation, normalement, un agent immobilier qui a bien fait son travail, il peut répondre aussi déjà à ces questions. Qu'on les valide, nous, c'est un fait, parce que ce n'est pas lui qui va l'acheter, lui va vendre. Mais par contre, l'agent immobilier, il n'a aucun intérêt à te dire oui, tu peux faire 4 maisons si tu peux en faire qu'une. Parce que c'est que dans tous les cas, tu vas vérifier que tu n'iras pas au bout. En fait, il ne faut pas hésiter vraiment à communiquer avec les agents immobiliers. Ok. Bon, nickel. C'est tout bon pour moi. Ouais. Merci beaucoup, Tom. Merci, Colin, Avec aussi. plaisir, n'hésitez pas. Merci, Romain. Merci beaucoup, Tom. Merci, Colin. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, vous les mettez sur WhatsApp, les amis. Puis là, je vais vous proposer sur notre petite conversation là, un créneau horaire. Je pense que ça va être un créneau fixe 5 jours sur 7 où je ferai un point. Et puis, je validerai du projet. Je valide. Ah ouais, carrément. Trop cool. Pour le 15 avril, je lance une fournée. Là. Cette plage horaire me convient très bien si tu veux que je participe le plus fréquemment. 14 heures, c'est vraiment. Alors, peut-être pas 2 heures à chaque fois, mais à 14 heures, c'est une plage horaire où je peux relativement facilement me. Ok. Mm. De toute façon, Pareil pour moi. ça va être une heure fixe, 5 jours sur 7. Et comme ça. Ouais,
C'est pareil, 14 heures, c'est bien. Après, effectivement, c'est bien d'en mettre une en place. Et puis, les personnes qui ont besoin de faire valider des études au niveau de Julie, Nico et moi, on est là, on vous prévient, genre la veille, par exemple. On vous dit, bah, OK, demain à 14 heures, on vous présente telle étude, telle étude, telle étude. Comme ça, vous êtes déjà prêts. Et puis, effectivement, si on n'a pas d'études à valider, ou si moi, tu vois, par exemple, si je bosse un jour, même si j'ai une étude à valider, si je ne peux pas être là à 14 heures à ce moment-là, je te préviens le lendemain. Et puis, comme ça permet de pas avoir de problème. Parfait, on fait comme ça. Ça marche. Bon, eh bien écoutez, bonne fin de T'as journée. 5 les minutes, amis. Romain? Romain, tu as 5 minutes, juste pas forcément embêter Tom et Colin, mais juste c'est au niveau de la hiérarchie de l'entreprise, etc., qu'on fasse un point juste 5 minutes, Bah ouais, vas-y, si tu veux. que je Bah, comprenne tout. Colin, un filet, hein, je vous en prie. Moi, j'arrête l'enregistrement. Bon après-midi. Salut. Bon